Salut mon pote. Please note that the video that you are about to watch is directly extracted from my TEF exam training course that you can access on my website. I will put the link in the description. And as a reminder, I am using as a main resource this TEF Nouvelle Edition book that you can see some extracts on the official website. These extracts I will be using in the video that you are about to watch on YouTube because this part of the book is copyright free. Ok? Bonne vidéo. Alors, on va regarder ensemble comment faire l'examen blanc du livre de révision TEF. Je vais mettre l'adresse du site internet en dessous de la vidéo. Sur ce site-là, tu as tous les documents audio dont tu as besoin. C'est une ressource publique, hein, c'est sur le site internet. Et dans les documents ici, tu peux voir ici le test blanc complet. C'est donc ce test-là qu'on va faire. Tu peux l'ouvrir et accéder directement au test. N'oublie pas qu'il y a une durée précise pour chaque épreuve. À chaque fois, la durée est précisée ici. Par exemple, pour l'épreuve de compréhension écrite, tu as 60 minutes. D'accord ? Et maintenant, pour l'épreuve de compréhension orale, tu peux voir qu'à côté de chaque exercice, tu as le numéro d'un document audio. Tu peux accéder au document audio sur le site internet ici. Donc par exemple, pour l'exercice 1, c'est la piste numéro 57 qu'il faut écouter. Donc tu vas ici jusqu'à la piste 57 et tu peux jouer tous les documents audio ici. Très bien. Pour l'épreuve de compréhension orale, n'oublie pas ce qu'on a vu dans l'unité sur la compréhension orale. Tu ne peux écouter les audios que une seule fois, d'accord ? Une seule fois, un par un. Donc tu écoutes, tu réponds à la question et tu passes à l'audio suivant. Ensuite, pour l'épreuve de lexique et structure, celle-ci, tu as 30 minutes pour faire toutes les questions. Et enfin, pour l'épreuve d'expression écrite, évidemment, tu ne peux pas la corriger toi-même. Tu peux me contacter si tu souhaites qu'on travaille ensemble sur l'expression écrite ou bien la production orale. Ou bien, si tu es tout seul, tu peux suivre les conseils que je t'ai donnés dans les unités sur l'expression écrite et l'expression orale, faire tous les sujets d'entraînement, écrire un petit peu et parler un petit peu chaque jour pour t'entraîner, comme on a vu dans l'unité. D'accord ? Très bien. Également, dans les documents que tu as ici, tu peux voir transcription et corrigé. Donc ici, tu peux accéder aux transcriptions. Si tu descends à la fin de ce document, ici là, à la page 29, tu as les résultats du test, d'accord, avec donc l'épreuve de compréhension écrite, l'épreuve de compréhension orale, l'épreuve de lexique et structure, des grilles d'auto-évaluation pour l'expression écrite et l'expression orale, et à la fin, un tableau des résultats. Dans le chapitre suivant, la correction guidée, on regardera ce tableau-là également. Ce qui est important, c'est que ce tableau, c'est une estimation de niveau. Elle ne correspond pas au mode de calcul et aux conditions d'un test officiel. Donc ce n'est pas exactement le même calcul qu'à l'examen TEF officiel, mais c'est déjà une manière d'estimer si tu as plutôt un niveau A1, A2, B1, B2, etc. Vas-y, c'est tout pour ça. Bon courage, je te laisse faire l'examen dans les conditions. N'hésite pas à me contacter si tu as la moindre question. Bon courage et on se dit à tout de suite pour la correction détaillée. Alors, dans cette vidéo, nous allons regarder ensemble la correction détaillée de l'examen blanc. C'est parti, on commence tout de suite avec la partie de compréhension écrite que tu as dû faire en 60 minutes normalement pour la faire comme à l'examen. Pour la correction, on va compter que chaque bonne réponse vaut 1 point et si tu as une mauvaise réponse ou bien que tu n'as pas de réponse, ça vaut 0 point. C'est parti. Partie A, les documents divers. Ce document est
un programme télé. Comment on peut voir que c'est un programme télé? Eh ben, on a les heures et puis on a le nom du programme, donc Bigfoot Junior, Grizzly et les Lemmings, cette année-là. On a le public, grand public, c'est pour tout le monde. 6 à 8 ans, c'est pour les enfants. Et tu vois bien que films, émissions, documentaires, ce sont des programmes qui passent à la télévision. Bon, je pense que ça, c'est vraiment facile. On peut lire cette information sur un produit alimentaire. Bon bah, un produit alimentaire, c'est de la nourriture. Là, le produit, c'est quoi? C'est de la confiture, donc de la confiture de fruits que je mets sur le pain. Qu'est-ce que je vois? Bah, banane, mangue, maracuja, sucre, pectine de fruits, acide citrique. Tout ça, ce sont des ingrédients, hein. C'est une étiquette alimentaire qui est sur le pot de confiture. L'auteur de ce courriel rassure ses collègues. Alors, à toute l'équipe marketing, je vous informe que malgré le contexte économique actuel, la direction maintient les objectifs de notre service. À ce jour, aucune suppression de poste n'est donc envisagée. Encore merci pour votre implication quotidienne. Ensemble, nous réussirons à passer cette période difficile. Suppression de poste, ça veut dire que tu es viré. Ça veut dire que tu perds ton travail. D'accord? Par exemple, moi, je travaille dans une entreprise. Demain, mon patron, il m'appelle, il me dit Nicolas, je suis désolé, on n'a plus d'argent, tu es viré, tu peux plus travailler, je ne peux pas te payer. Ça, c'est une suppression de poste. Là, Célia, qui est la responsable marketing, elle écrit un email à ses collègues pour dire que aucune suppression de poste n'est envisagée. Ça veut dire que maintenant, la période est difficile, on n'a pas beaucoup d'argent, il y a des problèmes, mais ne vous inquiétez pas, tout le monde garde son travail. Personne ne va être viré. Donc elle rassure ses collègues, elle leur dit ne vous inquiétez pas, ça va aller, c'est bon. Ok? Ça c'est bien, rassuré. Alors, mercredi 3 mars, la mairie de Cotonou a organisé une journée de sensibilisation et d'échange sur les objectifs du développement durable. Une visite guidée de l'exposition La recherche au service du développement a permis au public de comprendre le rôle de la recherche dans l'atteinte des ODD. L'exposition restera visible pendant 3 semaines. Eh bien, on a bien une action de communication. L'action de communication, c'est quoi? Eh bien, c'est l'organisation d'une journée de sensibilisation et d'échange sur les objectifs de développement durable. Donc, c'est une action de communication sur les objectifs qui sont liés à l'environnement. D'accord? Le développement durable, tu peux aller voir cette expression sur Internet, c'est lié à l'environnement. Ok? Très bien. Donc ça, c'est bien l'action de communication. C'est une exposition qui est avec la journée de sensibilisation. Donc c'est de la communication sur le développement durable. Ok? Performance artistique, non, il n'y a pas d'art. Changement de politique, on n'en parle pas. Et un bilan, on n'en parle pas non plus. Donc tout ça, non. Le prix Santé Entrepreneur valorise des actions originales pour la santé et le bien-être dans l'entreprise. Le dernier lauréat est l'entreprise familiale Nature Aliments qui réunit une fois par an ses salariés pour décider en commun de projets à mener. Par exemple, un jardin partagé sur le toit ou la construction d'une cantine autogérée. Alors, je vais être honnête, si tu connais le vocabulaire, moi, quand je vois lauréat et récompensé, je me dis, c'est sûr, c'est ça. Parce que le dernier lauréat, un lauréat, c'est quelqu'un qui a reçu un prix. Donc, c'est quelqu'un qui a gagné un concours, par exemple. Là, le concours, c'est le prix Santé Entrepreneur. Qui a gagné le prix? C'est l'entreprise familiale Nature Aliments. Donc l'entreprise Nature Aliments a été récompensée pour ses initiatives. Tout ça, c'est la même chose. C'est logique. D'accord? Très
Très bien. Les yeux rouges. Une animatrice radio reçoit un message d'un admirateur sur Facebook. Elle ne répond pas, il insiste. C'est l'amorce d'un piège suffocant. Superbe récit sur les méfaits des réseaux sociaux, Myriam Leroy relate les discussions stériles, méchantes et agressives qui foisonnent sur Internet. Elle dénonce la misogynie, la violence, la haine que l'être humain est capable de développer. Myriam Leroy est journaliste et écrivain belge. Les yeux rouges est son deuxième roman. Donc là, on a bien la description et la critique d'un roman. Pourquoi est-ce que c'est une situation de harcèlement numérique? Alors regarde, une histoire d'amour. Non, c'est pas du tout une histoire d'amour. Au contraire, c'est une histoire qui fait peur. Il n'y a pas d'amour ici. Tu vois que c'est un piège, c'est sur les méfaits des réseaux sociaux. Elle dénonce la misogynie, la violence, la haine, etc. Donc non, c'est pas du tout une histoire d'amour. Le travail quotidien d'une journaliste. Alors, elle est bien animatrice radio. Donc on peut dire que c'est comme si elle était un peu journaliste. Le problème, c'est que on ne parle pas du tout de son travail quotidien. On parle d'un problème qu'elle a avec un homme sur les réseaux sociaux. C'est pas du tout le travail quotidien. Le sexisme dans le monde de la radio, c'est pareil. Effectivement, elle travaille à la radio. Effectivement, il y a du sexisme. Donc misogynie, c'est comme sexisme. Ça veut dire la discrimination envers les femmes. Le problème, c'est que ce n'est pas lié, les deux. Elle est animatrice radio, mais le sexisme dans le monde de la radio, ça veut dire le sexisme au travail, avec les collègues, avec le patron, etc. Là, ça n'a rien à voir avec ça. On ne parle pas du monde de la radio. C'est bien une situation de harcèlement numérique. Harcèlement, ça veut dire quelqu'un qui veut toujours te parler. Toi, tu ne veux pas lui parler, mais lui, il va toujours t'envoyer des messages encore. Donc, c'est bien ce qu'on a ici. Ok ? Numérique, parce que c'est pas dans la vraie vie, c'est sur Internet. Ok ? Très bien. Qui sommes-nous ? L'association Bouquin propose un service gratuit de récupération de livres d'occasion qui seront valorisés pour la revente sur Internet et le don aux bibliothèques associatives. Nous employons des personnes hébergées en centre d'urgence. L'idée est de les aider à rebondir grâce à ce nouveau job, de les accompagner vers une solution de logement autonome. Les postes proposés sont de deux types, collecte, chauffeur-livreur, logistique, préparation des commandes. Cette association donne une seconde vie aux livres usagés. Comment est-ce qu'on voit ça ? C'est un service de récupération de livres d'occasion. Donc un livre d'occasion, c'est un livre qui a déjà servi à quelqu'un. Par exemple, moi, j'ai acheté un livre, je l'ai lu, maintenant je ne le lis plus, c'est fini. C'est un livre d'occasion, je peux le donner à quelqu'un d'autre. Donc un livre d'occasion ou bien un livre usagé, c'est un peu la même chose, qui seront valorisés par la revente sur Internet. Ça veut dire qu'on va donner une seconde vie au livre usagé. Un livre usagé que moi je ne lis plus, je peux le donner à l'association Bouquin. L'association Bouquin, ils vont le revendre pour pas cher du tout sur leur site Internet pour que quelqu'un d'autre puisse l'acheter. Okay ? Ça, c'est bien le but de l'association. Ensuite, toute la partie sur les personnes qui ont des difficultés, sur le travail des personnes, c'est bien, mais ce n'est pas le but de l'association. Le but de l'association, c'est ça. Ok ? On passe aux phrases lacunaires. Vancouver et Toronto sont des... Bon, écoute, là c'est facile je pense. Vancouver et Toronto, c'est bien des villes, des villes du Canada. C'est comme Paris, New York, Los Angeles, Chiang Mai, Tokyo, ce que tu veux. Je suis très en retard. Je vous demande pardon. Je pense que c'est facile. Si je suis en retard, je suis en train de m'excuser, donc je ne peux pas dire merci. Je vous demande désolé, je vous demande excuses. Personne ne dit ça. La bonne expression, c'est je vous demande pardon. Ici, il n'y a pas de logique à comprendre, c'est juste la manière dont on parle. C'est la manière dont on s'exprime. Sorti en 1998,
Désert est le premier film réalisé par Malcolm J. Riley. Édité ou bien publié, c'est plutôt pour un livre. Procédé, ça n'a rien à voir. Réalisé, c'est pour un film. Malcolm J. Riley, c'est le réalisateur du film. Okay. Brother, le roman culte de Carly Schwitz, ressort dans une nouvelle traduction en français. Bon, translation, c'est en anglais, c'est pas un mot français. Conversion, interprétation, non, c'est pas approprié ici. On parle bien d'une traduction en français. Si l'auteur s'appelle Carly Schwitz, alors bon, tu peux imaginer qu'il est français, mais tu peux aussi imaginer qu'il n'est pas français, parce que ce n'est pas un nom français. Donc sûrement que son roman, pour arriver en France, il doit être traduit en français. Donc il ressort maintenant dans une nouvelle traduction en français. À quelle heure serais-tu disponible demain matin? C'est pour une réunion avec l'équipe informatique. Si j'ai besoin de toi pour une réunion, je vais toujours demander quand est-ce que tu es disponible. Ça veut dire quand est-ce que tu peux me donner un peu de ton temps. Adapté, concerné, accessible, ce sont juste pas les bons mots. L'expression, c'est bien à quelle heure tu es disponible ou bien quel jour tu es disponible. Très bien. Le salon de l'hôtellerie est une formidable opportunité de rencontrer des professionnels d'un secteur qui embauche. Donc un salon, ça peut être la pièce de la maison où je mets le canapé, la télévision, etc. Mais un salon professionnel, comme le salon de l'hôtellerie, c'est un endroit où il y a plein d'entreprises qui viennent et les entreprises parlent avec les gens qui cherchent du travail, souvent, pour découvrir un peu les entreprises, les métiers, etc. Donc c'est toujours un endroit où tu peux rencontrer des professionnels d'un secteur qui embauche. Ça veut dire que tu peux rencontrer des entreprises qui veulent embaucher des gens. C'est donc une formidable opportunité pour rencontrer des professionnels, etc. D'accord ? Une opportunité, ça veut dire que c'est une bonne occasion. On pourrait aussi écrire occasion, par exemple. Okay ? Opportunité, occasion. Une alternative, ça veut dire que je compare à quelque chose d'autre, mais ici non. Éventualité, rien à voir. Circonstance, rien à voir. Okay. On passe maintenant aux textes lacunaires, donc les textes avec deux mots. En poursuivant votre navigation sur notre site web, vous acceptez l'utilisation de fichiers témoins, cookies. Le Musée d'art contemporain de Montréal, sa fondation et ses partenaires se servent de ceci afin de bonifier votre expérience de visite et de vous recommander des services adaptés, conformément à nos conditions d'utilisation. Ça va ? Ici, il n'y a pas vraiment de logique, ce sont juste des expressions fixes, c'est du vocabulaire qu'il faut connaître. Et quand tu vois ça, c'est vraiment pour ça que c'est important de lire beaucoup en français, d'aller sur Internet en français, de mettre son téléphone en français, etc., etc. Quand on parle du fait de voyager comme ça sur un site Internet, on parle toujours de navigation. On dit qu'on navigue sur Internet, on parle de la navigation sur le web, navigation sur le site web. C'est juste le vocabulaire, l'expression qu'on utilise tout le temps pour ça. Conformément à nos conditions d'utilisation, c'est du vocabulaire très précis, d'accord ? Suite à nos conditions d'utilisation, ça veut dire qu'il y a quelque chose après. Permis par nos conditions d'utilisation, ça veut dire que les conditions d'utilisation permettent quelque chose. Ce n'est pas le cas ici. Au besoin de nos conditions d'utilisation, rien à voir. Conformément à nos conditions d'utilisation, ça veut dire que je vais respecter les règles des conditions d'utilisation. Donc les cookies sur le site internet permettent au site internet de recommander des services adaptés, des publicités, qui respectent les conditions d'utilisation. Souvent les conditions d'utilisation, ça veut dire que le site internet ne va pas enregistrer tes informations personnelles, etc. Les politiques en matière de visa reflètent les rapports de force. Les pays qui se regardent en chiens de faïence ont tendance à exiger un visa, avec des résultats parfois paradoxaux. La frontière terrestre est fermée entre l'Algérie et le Maroc, mais les ressortissants des deux pays n'ont pas besoin de visa pour se rendre chez leurs voisins.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que déjà, il y a un problème avec les visas. Les pays qui se regardent en chien de faïence ont tendance à exiger un visa. Se regarder en chien de faïence, ça veut dire que il y a un rapport bizarre entre deux parties. C'est comme deux personnes, ou bien ici deux pays, qui se regardent mais qui ne font rien. D'accord? Ici, ils ont tendance à exiger un visa. Ça veut dire que souvent, ils exigent un visa. Les pays qui ont des mauvaises relations entre eux, souvent, ils demandent un visa pour voyager. Souvent, ils demandent un visa, ça veut dire avoir tendance à exiger un visa. D'accord? Ils ont affaire à, vocation à, autorisation à. Ce sont des sens différents qui n'ont pas de logique ici. Le but ici, c'est vraiment de trouver le mot qui a un sens logique. Donc tu dois comprendre le texte pour choisir le mot. On a parlé de ça pendant la partie, dans l'unité sur la production écrite. Toutes les réponses sont logiques grammaticalement. Toutes les réponses sont possibles grammaticalement. Mais en termes de sens, qu'est-ce qui est logique dans la phrase, qu'est-ce qui est cohérent, c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc tu es obligé de comprendre le texte. Ressortissants, ça veut dire les gens qui habitent dans le pays, les gens qui viennent du pays. Donc ici, la phrase explique que la frontière entre l'Algérie et le Maroc est fermée, mais les deux pays n'ont pas besoin de visa pour se rendre chez leurs voisins. Donc c'est bien les habitants de l'Algérie et du Maroc, ils n'ont pas besoin de visa pour aller chez l'un ou chez l'autre. Les Algériens n'ont pas besoin de visa pour aller au Maroc, les Marocains n'ont pas besoin de visa pour aller en Algérie. Et pourtant, la frontière est fermée. Mais ce qui est important ici, ce sont les ressortissants. D'accord? Puisqu'on parle de visa, ce n'est pas logique de parler des visiteurs, ce n'est pas logique de parler des immigrants, et les détenteurs, ça veut rien dire du tout. Ok? Très bien. On peut passer à la lecture rapide de texte. Pour chaque série de 4 textes, répondez à la question. Alors là, je vais te montrer, moi, ma technique spéciale. D'accord? Toujours commencer par lire la question. Quel reportage parle d'un projet avec des enfants? Ok? Donc là, je cherche un projet avec des enfants. Regarde, je ne lis pas les textes. 16 septembre, la nouvelle édition, festival, alimentaire, écologique, social. Ok. J'ai pas vu enfant. Enfin, je vois rien qui parle d'enfant. Ok. Blablabla, climat de Bruxelles. Ah, l'engagement des jeunes. Ok. Car ils étaient présents en nombre et parlaient de même voix, qu'ils soient francophones ou flamands. Alors ici, j'ai parlé de l'engagement des jeunes, mais jeunes et enfants, c'est pas exactement pareil. Jeunes, c'est souvent les jeunes adultes, par exemple entre 15 et 25 ans, quelque chose comme ça. Enfants, c'est vraiment les jeunes enfants. Blablabla, voiture, 6 millions, Belgique, représente voiture, habitants, là il n'y a rien. Pollution, recyclage, sobriété, cœur, expérimentation, l'éducation, développement durable. Ah, dans toutes les écoles. Ok? Une école, c'est quoi? Une école, c'est là où il y a les enfants. Donc directement, reportage 4. Ok? Parce que je vois école. Et la phrase, c'est quoi? L'éducation au développement durable dans toutes les écoles. Donc, reportage 4. Alors, on va faire la même chose ici. Je vais enlever ma tête. Non, même pas besoin. Quel compte bancaire est accessible sous condition de ressources? Ressources, ça veut dire l'argent que je gagne. Donc là, j'ai 4 comptes bancaires. Je cherche quel compte bancaire je peux ouvrir avec une condition sur l'argent que je gagne. Bah regarde. À chaque fois, je vois pour qui ici. Regarde. Pour qui toute personne physique sans condition. Ok, c'est pas ça. Pour qui toute personne physique ou morale. C'est pour tout le monde. Pour qui toute personne physique âgée de 12 à 25 ans. Ah, là c'est intéressant. Âgé de 12 à 25 ans, ça veut dire que le compte bancaire est accessible sous condition d'âge. Là, il y a une condition sur l'âge pour ouvrir le compte bancaire, mais ce n'est pas sur les ressources. Pour qui toute personne physique dont le revenu est inférieur à une limite fixée par l'État. Bah c'est bon, compte bancaire numéro 3. Tu vois comment c'est rapide? Ça va très très vite et c'est facile. Le revenu, les ressources, c'est pareil. C'est l'argent que je gagne. Ok? Il faut juste connaître le vocabulaire. Suivant. Quel parcours correspond à une reconversion professionnelle?
Reconversion, reconversion professionnelle, ça veut dire que avant, je fais un travail et un jour, je change complètement et je fais un nouveau travail complètement différent. D'accord? Par exemple, avant, je suis ingénieur et après, je deviens professeur. Ou bien avant, je suis professeur et après, je deviens cuisinier, par exemple. Ok? Alors, on va lire rapidement. Commencer à, qu'est-ce que je vois ici directement? Un tout autre métier. Ok? Puis un jour, blablabla, bla, bla, ça m'a plu, je me suis dit pourquoi pas. Bon bah c'est bon, c'est ça. Je lis même pas les autres. Dès le début du texte, je vois que c'est ça. Dès que je vois, j'ai commencé dans un tout autre métier, ça parle de reconversion professionnelle. Tu vois, c'est fini. J'ai même pas besoin de lire le texte. Je sais que c'est le parcours professionnel numéro un. Cette partie-là, cet exercice de la compréhension écrite, c'est le plus rapide. C'est le plus rapide. Si tu connais bien le vocabulaire, c'est l'exercice le plus facile, le plus rapide pour moi. Mais il faut s'entraîner à lire le vocabulaire, à connaître le vocabulaire. Il faut s'entraîner à lire tous les jours. Il faut appliquer tous les conseils qu'on a vus dans la partie sur la compréhension écrite. Qu'est-ce qu'il faisait comme métier, lui, juste pour comprendre? Je viens du monde de la petite enfance, ça veut dire qu'avant, il travaillait comme instituteur, sûrement, hein, j'imagine. Il travaillait avec les petits-enfants. Ça veut dire qu'il est sûrement instituteur, il est professeur dans les écoles pour les enfants. Puis un jour, il a dû poser de la faïence dans sa salle de bain. Donc, en gros, il a dû faire des travaux dans la salle de bain. Et il a aimé ça. Et donc, il a commencé à travailler. Il a changé complètement de travail. Et maintenant, il travaille pour poser de la faïence dans les salles de bain. Très bien. On continue. Quelle critique évoque l'improvisation comme parti pris du réalisateur? Ça veut dire que là, on va voir des films, parce qu'on parle de réalisateur de films. Dans quel film est-ce qu'il y a de l'improvisation? L'improvisation, ça veut dire que les acteurs du film n'ont pas de texte et ils imaginent les dialogues, comme ça. Alors, Renouant, origine malienne, beau film, force du lien, documentaire, fiction, nouveau plan, suivant, il n'y a rien. Ponctué, citation, la vie, attention, extrême, village, arrivée, quittant ses vêtements. Tu vois que tout ça là, regarde, quand je vois attention, extrême, village, arrivée, vêtements, vélo, je ne lis pas les phrases, je regarde juste les mots. Et si je vois genre vêtements, vélo, arrivée, je sais que ça parle de l'histoire du film. Mais moi, je m'en fiche de l'histoire du film. Moi, je veux savoir comment le réalisateur a réalisé le film. Donc tout ça, je m'en fiche. Un arbre, un mur, soleil, homme, maison, tout ça c'est encore l'histoire. Ah, la caméra interroge le passé. Non, il n'y a pas d'improvisation. Blablabla, bla bla, un film, déplacement, géographie. Ah, regarde, Sissako a tourné sans scénario. Et ben voilà, critique numéro 4. Très rapide. S'il n'y a pas de scénario, ça veut dire que il y a de l'improvisation. Improvisation sans scénario, là c'est vraiment le mot qu'il faut trouver. Ok? Très bien. Nouvelle épreuve, la lecture rapide de graphique. Alors, quel graphique correspond au commentaire suivant? Le climat dominant de Douala est de type tropical avec une faible amplitude thermique. Les températures moyennes varient de 2,5 degrés sur l'année. Février culmine à 26,9 degrés, tandis qu'août est le mois le plus frais avec 24,4 degrés. Bon bah là, ça va être très facile. On a février à 27, août à 24,4. Et c'est bizarre. Ah non, pardon. Alors, février, je veux 27. Là, c'est 26, ça va pas. Février 25, ça va pas. Février 27, parfait. Donc ça, c'est bon. Et je veux août à 24,4. Parfait. On est bon. Graphique numéro 2. Très bien. Celui-là, c'est facile. Oh, c'est tout. Celui-là, c'est trop facile, hein. Tout le monde a bon, je pense. Épreuve de compréhension écrite. Lisez chaque document et répondez aux questions. Documents administratifs et professionnels. Bon, là, ça devient plus difficile. Important. Le voyageur est responsable de sa propre sécurité.
Ne vous attendez pas à ce que les services médicaux soient les mêmes que ceux offerts au Canada, en particulier si vous vous rendez dans des zones éloignées des grands centres urbains ou dans des pays en développement. Eau aliments. La diarrhée du voyageur, très fréquente, se transmet par la consommation d'eau ou d'aliments contaminés. Le traitement le plus important est la réhydratation. Buvez beaucoup de liquide et apportez des sels spécifiques. N'ingérez rien qui n'ait été bouilli ou cuit. Alors, ce document donne des conseils de santé aux futurs voyageurs. Bah bien sûr, parce que regarde. Ça, c'est quelque chose, c'est des conseils de voyage pour les citoyens canadiens quand ils voyagent dans d'autres pays. C'est quoi les conseils de santé qu'ils donnent? Bah, c'est ça. Le conseil de santé, c'est si vous avez la diarrhée du voyageur, il faut vous réhydrater. Conseil numéro 1, se réhydrater. Comment faire? Bah, le conseil, buvez beaucoup de liquide. Conseil numéro 2, apportez des sels spécifiques. Conseil numéro 3, n'ingérez rien qui n'ait été bouilli ou cuit. Okay? On a bien des conseils de santé aux futurs voyageurs. Selon ce document, la consommation d'aliments crus est à proscrire. Cette question-là, elle est un peu difficile. Mais la consommation d'aliments crus est à proscrire, ça veut dire n'ingérez rien qui n'ait été bouilli ou cuit. Ça veut dire ingérer, ça veut dire manger. Tu ne dois rien manger qui n'a pas été bouilli ou cuit. Ça veut dire que tu dois bouillir ou cuire tout ce que tu manges. Ça veut dire que tu ne dois rien manger qui est cru. Cru, ça veut dire pas cuit. Ok? Donc, c'est bon à ce niveau-là. Ok? Très bien. Extrait du guide d'admission à l'Université de Montréal. Certains programmes exigent la réussite de cours préalables ou de l'expérience pertinente dans le domaine. D'autres ne sont pas offerts aux candidates ou candidats étrangers. C'est le cas de plusieurs formations du domaine de la santé. Pour être admissible, le candidat ou la candidate doit prouver que sa connaissance du français correspond aux exigences des études convoitées. L'UDEM a lancé un programme intensif de francisation universitaire. Afin de permettre aux talents de tous les pays de concrétiser leurs projets, l'UDEM propose plusieurs avantages, dont des bourses et des aides pour trouver un emploi étudiant. Donc selon ce programme, les critères de sélection varient selon les programmes. Bien sûr, ça c'est la première partie du texte. Les critères de sélection varient selon les programmes. Parce que certains programmes exigent la réussite de cours préalables. Ça, c'est un critère de sélection. Ça veut dire que pour être sélectionné pour faire ce programme, tu dois avoir réussi un cours avant. Ou de l'expérience pertinente dans le domaine. C'est un autre critère de sélection. Pour pouvoir faire d'autres programmes, tu dois avoir de l'expérience dans le domaine du programme. D'autres ne sont pas offerts aux candidates ou aux candidats étrangers. C'est encore un autre critère de sélection. Pour faire certains programmes, tu ne dois pas être étranger. C'est le cas par exemple de plusieurs formations du domaine de la santé. Tu vois? Donc, et puis là, un autre critère de sélection dont on parle ici, c'est qu'il faut savoir parler français. Et c'est la question numéro 2. Ce document précise que la maîtrise de la langue française est un prérequis. Prérequis, ça veut dire que c'est obligatoire pour pouvoir faire quelque chose. Effectivement, pour être admissible, le candidat ou la candidate doit prouver que sa connaissance du français correspond aux exigences des études convoitées. Donc si tu veux, cette phrase-là qui est ici, c'est vraiment la réponse à la question 2. Ok? Très bien. C'est peut-être un peu compliqué, mais si tu regardes bien, c'est logique. À la fin, on parle de bourses et des aides pour trouver un emploi étudiant. Fais attention, hein. Tu peux être tenté de répondre ça, que l'université te propose des bourses pour étudier à l'étranger. Cependant, les bourses ne sont pas pour étudier à l'étranger. Les bourses sont pour les étudiants qui sont à l'université de Montréal. Donc, c'est pas à l'étranger. Très bien. Transparence santé. Pour développer leurs produits, les entreprises de santé sont amenées à nouer des relations avec des experts, des journalistes et des acteurs publics. Cette complémentarité permet le progrès scientifique et thérapeutique, mais il faut que ces liens soient connus de tous et disponibles aisément. Pilotée par le ministère de la Santé, la base de données Transparence Santé permet à chaque citoyen d'apprécier en toute objectivité la nature de ces relations, leur objet et les montants exacts concernés. 3 types sont distingués.
Les conventions impliquent des obligations réciproques, par exemple l'intervention lors d'un congrès, moyennant la prise en charge des frais de déplacement. Les avantages recouvrent tout ce qui est alloué ou versé sans contrepartie. Les rémunérations sont les sommes versées en contrepartie d'un travail ou d'une prestation. Les informations sont mises à jour 2 fois par an par les entreprises. Leur déclaration fait loi. Alors, on regarde ça. L'initiative du ministère de la Santé a pour objectif de rendre publics les liens entre les acteurs de la santé. Où est-ce que je vois ça? Pour développer leurs produits, les entreprises de santé sont amenées à nouer des relations avec des experts, des journalistes et des acteurs publics. Donc les entreprises doivent nouer des relations avec des acteurs publics. Tu vois bien que l'initiative du ministère a pour objectif de rendre publics les liens entre les acteurs de la santé. Les acteurs de la santé, c'est les entreprises de santé, les experts, des journalistes et des acteurs publics. Et donc, on veut rendre tout ça public. Public, ça veut dire qu'on veut rendre ça transparent. D'accord? Donc maintenant, les relations entre tous ces acteurs du monde de la santé vont devenir plus transparentes. Ça va? Sur la base de données Transparence Santé, permet à chaque citoyen d'apprécier en toute objectivité la nature de ces relations. Ça veut dire que les citoyens, donc toi et moi, les habitants du pays, vont connaître, vont savoir, vont connaître les relations entre tous les acteurs de la santé. Ok? Très bien. Le mot transparence est important parce que transparence, ça veut dire que on va rendre quelque chose public. D'après ce document, les entreprises de santé alimentent à leur discrétion la base de données du ministère. Tu vois ici, les informations sont mises à jour 2 fois par an par les entreprises. Leur déclaration fait foi. Ça veut dire que ce sont les entreprises qui déclarent leurs informations. Personne ne vérifie. Leur déclaration fait foi, ça veut dire que on les croit, on leur fait confiance. D'accord? C'est bien ce qui est écrit ici. Alimentent à leur discrétion la base de données du ministère. À leur discrétion, ça veut dire que ce sont eux qui déclarent et on les croit. Très bien. Séminaire de restitution du projet AREC. Ce projet de l'École supérieure des agriculteurs visait à accompagner les agriculteurs de la région Pays de la Loire vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement et à les communiquer auprès des consommateurs. Les équipes de recherche ont mené plusieurs actions. Intégration d'indicateurs de la biodiversité dans l'évaluation des impacts environnementaux. Analyse sociologique de la perception de la qualité des produits et des attentes des consommateurs. Identification des modalités de communication pour valoriser les pratiques environnementales. Étude de l'évolution agroécologique dans le cadre du changement climatique et impact sur la qualité des produits. Alors, le projet AREC avait pour objectif de fournir des outils pour la transition écologique. Tu vois, c'est bien ce qui est expliqué ici. La transition écologique, donc pour accompagner les agriculteurs vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement. Okay? Ça veut dire qu'on va aider les agriculteurs, on va leur donner des outils pour changer leur manière de produire. Donc, aller vers des pratiques plus respectueuses de l'environnement, c'est exactement la même chose que parler de transition écologique. D'accord ? Et il a notamment permis de comprendre le point de vue des consommateurs. Et tu vois que dans le projet, là, on parle déjà des consommateurs parce qu'on communique auprès des consommateurs. Mais c'est surtout ici, pour mieux comprendre le point de vue des consommateurs, on a des analyses sociologiques de la perception de la qualité des produits et des attentes des consommateurs. Donc, on comprend mieux la perception, ça veut dire qu'est-ce que je pense de quelque chose. On comprend mieux ce que les consommateurs pensent de la qualité des produits et leurs attentes, ça veut dire qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils attendent des produits. Ok ? Très bien. Document suivant. Les auteurs de ce document alertent sur la destruction de l'éducation nationale. Ils dénoncent notamment la mise au pas de la profession. Partout en France, les actions locales se multiplient, démontrant la vigueur de la mobilisation
pour l'abrogation des réformes lancées par le ministre Galtier depuis sa nomination. Refonte du lycée et du baccalauréat. Loi relative à la réussite scolaire et à l'information sur l'orientation scolaire. Puis vint la refonte de la voie professionnelle, diminuant les horaires des enseignements généraux. Ainsi s'empilent des réformes qui poursuivent la casse du service public d'éducation. Donc ils disent qu'il y a des réformes, des réformes, des réformes, des réformes, plein de réformes, plein de règles qui ne font que poursuivre la casse du service public d'éducation. La casse du service public d'éducation, c'est exactement la destruction de l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est le service public d'éducation. C'est la même chose, hein, c'est pareil. C'est le nom éducation nationale, c'est le nom officiel du service public d'éducation. Donc les auteurs du document alertent sur sa destruction. Ils dénoncent notamment la mise au pas de la profession. Les personnels de l'éducation, les familles et de nombreux élus refusent ces transformations radicales de notre école. Nous refusons aussi la remise en question de la liberté d'expression des personnels, comme le prévoit l'article 1 de la loi Galtier. La CSE et la SNP Éducation considèrent qu'il faut tout mettre en œuvre pour empêcher le gouvernement de poursuivre sa politique et appellent tous les personnels de l'éducation à se mettre en grève le jeudi 21 mai. Alors regarde, c'est quoi ça ? Nous refusons aussi la remise en question de la liberté d'expression des personnels. La remise en question de la liberté d'expression des personnels, ça veut dire que les gens qui travaillent pour l'éducation nationale, normalement, ils ont la liberté d'expression, ça veut dire qu'ils peuvent dire ce qu'ils pensent, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Maintenant, ils disent que cette liberté est remise en question. Donc, ils n'ont plus le droit de dire ce qu'ils pensent, ils n'ont plus le droit de dire ce qu'ils veulent. Ils dénoncent donc la mise au pas de la profession. La mise au pas, ça veut dire qu'on les force à obéir. On ne les écoute plus, on ne veut plus savoir ce qu'ils pensent, on leur dit tu dois faire ça, tu dois pas répondre, tu parles pas, tu fais ça. Okay ? Et donc, c'est bien ce qui est dénoncé ici. Il dénonce la remise en question de la liberté d'expression des personnels. Très bien. Dernière partie, les articles de presse. Alors, selon cet article, la corruption est notamment présente dans les forces de l'ordre. Okay ? Les résultats des investigations ont été transmis aux autorités. En Côte d'Ivoire, des opérations coup de poing dans les services publics. Le message, c'est « Attention à la fraude, attention aux raquettes, l'État vous voit », a déclaré le ministre en charge de la fonction publique. Selon l'ONG Transparency International, la Côte d'Ivoire a amélioré sa performance ces dernières années, mais la perception des Ivoiriens en matière de corruption s'est peu améliorée, a reconnu la ministre. Propos étayés par une récente enquête réalisée par Afrobaromètre, selon laquelle un Ivoirien sur 3 déclarait y avoir recours pour éviter des problèmes ou se faire délivrer des documents, et 2 tiers avouaient craindre des représailles en cas de dénonciation. Plusieurs secteurs ont déjà été visés par des opérations visant à recueillir des preuves de corruption. La police et la gendarmerie sont dans le collimateur, notamment pour les pots de vin prélevés aux vendeurs de produits vivriers sur les routes de Côte d'Ivoire. Pardon. Tu vois que plusieurs secteurs ont déjà été visés pour des opérations visant à recueillir des preuves de corruption. Donc là, je cherche qui est corrompu, qui se montre, qui fait preuve de corruption. La police et la gendarmerie sont dans le collimateur. Sont dans le collimateur, ça veut dire que, ok, je cherche qui fait la corruption. Ah, là, dans mon champ de vision, je vois la police et la gendarmerie. Donc je vois bien que la corruption est notamment présente dans les forces de l'ordre. Les forces de l'ordre, c'est le nom qu'on donne à la police, à la gendarmerie. Ok ? Donc tout ça, ça va. Cette question-là, elle est assez facile, je pense. Les résultats des investigations ont été transmis aux autorités. A martelé le ministre, alors que la population se plaint des prix des denrées alimentaires. L'éducation, la santé et la justice sont également suivis de près. À la suite de ces opérations, le commissaire du gouvernement a été saisi. Les résultats des investigations ont été transmis aux autorités. Les autorités, c'est qui ? Les autorités, c'est le gouvernement. Donc, on a fait des enquêtes, on a fait des investigations, et les résultats, on les a envoyés au gouvernement. C'est bien ce qu'on a ici.
À la suite de ces opérations, le commissaire du gouvernement a été saisi. A été saisi, ça veut dire que on leur a envoyé les résultats pour travailler avec eux. Ok? Très bien. D'après cet article, les émotions négatives sont liées au mode de vie. Selon la psychologue, s'exprimer sans filtre peut nuire à autrui. Avouez que ces dernières années, les envies de tout raser à la tractopelle ou de servir une descente du coude à certaines têtes à claques se sont multipliées. Ces émotions teintées de haine, parfois cultivées à l'échelle collective, devraient-elles nous inquiéter? Pas nécessairement, répond le docteur Garibian, psychologue à Montréal, pour qui les conditions de vie modernes font que nous sommes en situation de stress chronique, ce qui nous rend beaucoup plus intolérants et irritables. Cette phrase-là, les conditions de vie modernes font que nous sommes en situation de stress chronique, ce qui nous rend beaucoup plus intolérants et irritables, ça veut dire que les émotions négatives sont liées au mode de vie. C'est ça, c'est la même chose. Le mode de vie, c'est les conditions de vie, et c'est à cause des conditions de vie modernes, par exemple je travaille trop, je dors pas bien, j'utilise mon téléphone tout le temps, etc., etc., les conditions de vie modernes font que j'ai du stress chronique, ça veut dire que je suis toujours stressé, et donc je suis beaucoup plus irritable, intolérant et stressé, qui sont des émotions négatives. Ok ? Très bien. À ses yeux, il faut tout d'abord accepter ce ressenti, car l'émotion réprimée pourrait provoquer d'autres ennuis de santé. Il faut cependant veiller aux conditions et aux conséquences de cette expression, qui peut causer des torts irréversibles en se tournant vers quelqu'un qui ne les mérite pas. L'hostilité ouvre la porte au clivage et à la radicalisation. Donc ici, il faut veiller aux conditions et aux conséquences de cette expression. L'expression de quoi? Alors, moi, je suis stressé, je suis intolérant, je suis irritable. Ça veut dire que je suis énervé tout le temps. Je dois faire attention parce que si j'exprime ce stress, si j'exprime cet énervement, si j'exprime ma colère envers quelqu'un qui ne le mérite pas, je peux lui causer des torts. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que s'exprimer sans filtre peut nuire à autrui. Si je m'exprime négativement, si je suis trop négatif, si je m'énerve sans me contrôler envers quelqu'un qui ne l'a pas mérité, eh ben, il peut y avoir des problèmes pour cette personne. Ça peut lui nuire. Donc là, en fait, le document, il est terminé là. Ok? Très bien. Selon cet article, les Cambodgiens cultivent sciemment leur propre légende. Sciemment, ça veut dire consciemment, ça veut dire volontairement ici. L'auteur met en lumière les paradoxes qui rendent le pays insaisissable. Pays du sourire, le Cambodge est un pays attachant, généreux, et les Cambodgiens, un peuple dont on ne peut qu'admirer l'optimisme et la résilience. Quand on évoque son nom, c'est l'image d'Angkor qui s'impose à nous, ces ruines monumentales qui ont inspiré tant de voyageurs, d'archéologues et d'artistes, ces danseuses suspendues, majestueuses. Côté face, la période des Khmers rouges, 75-79, fut celle d'une horreur mortifère, d'une négation humaine qu'on ne sait pas comment dire ni guérir. Entre ces extrêmes d'histoire simplifiée, quelle grille de lecture serait à même de nous aider à déceler la complexité du pays sans l'enfermer dans des boîtes conceptuelles? Comment un peuple qui a pu produire des œuvres aussi sublimes en est-il venu à produire un tel cauchemar? Là, on parle bien des paradoxes qui rendent le pays insaisissable. Comment un peuple qui a pu produire des œuvres aussi sublimes en est-il venu à produire un tel cauchemar? C'est ça le paradoxe. Le paradoxe, c'est que le même pays arrive à produire des œuvres absolument sublimes, magnifiques, très positifs, mais en même temps, le même pays a produit des horreurs, à savoir la période des Khmers rouges, qui était une période d'horreur mortifère. Donc c'est un paradoxe qui rend la situation difficile à comprendre, donc le pays insaisissable. Insaisissable, ici ça veut dire que je n'arrive pas à comprendre comment ça peut être comme ça.
Et pourquoi a-t-il tant de difficultés à affronter son passé? Il est en effet frappant de constater que les Cambodgiens se réfèrent en permanence aux mythes prestigieux de l'Empire Khmer, disparu depuis 600 ans, et occultent complètement l'histoire récente, plus troublée par peur ou gêne. Protectorat français, occupation vietnamienne, présence des casques bleus, etc. Donc tu vois que les Cambodgiens se réfèrent en permanence aux mythes prestigieux de l'Empire Khmer disparu depuis 600 ans. Donc ce sont les Cambodgiens qui préfèrent parler de leurs légendes, de leurs traditions, de leurs mythes, volontairement, plutôt que de parler de l'histoire récente. On a bien cette idée que les Cambodgiens cultivent sciemment leurs propres légendes. Ils préfèrent volontairement parler de leurs mythes, de leurs légendes, de leurs vieilles histoires, plutôt que de parler de l'histoire récente. Quant à la réalité du Cambodge aujourd'hui, c'est celle d'un État assisté, la moitié du budget national est financé par l'aide internationale. Ce sont des écarts de richesse d'autant plus choquants qu'ils sont le résultat de passe-droits abusément. Bon, tout ça, c'est plus important. Dernier exercice. Selon cet article, le Québec peine à retenir à long terme sa population immigrée. Ça veut dire que les gens qui immigrent au Québec, les gens qui viennent au Québec pour travailler mais qui ne sont pas québécois, ils ne restent pas pendant très longtemps. Le Québec n'arrive pas à garder les immigrés. L'auteur de cet article préconise de définir d'urgence une politique démographique. Construire l'avenir. On aura beau actionner tous les recyclages, la société québécoise est et sera aux prises avec une pénurie de main-d'œuvre chronique, aussi loin que l'on puisse voir dans l'avenir. La plupart des entreprises québécoises y font face présentement, et la situation n'est pas meilleure dans le secteur public. Donc déjà, on voit que une pénurie, c'est quand tu manques de quelque chose, donc on manque de main-d'œuvre chronique, ça veut dire qu'on manque d'ouvriers qui travaillent pendant longtemps. Il est inexact de prétendre que la situation est identique dans toutes les provinces du Canada. La différence se situe dans la croissance démographique attendue d'ici 2050. Par exemple, la population de l'Ontario, notre voisin, et principal partenaire économique, totalisera 20 millions de personnes, plus 35%, la nôtre un peu moins de 10 millions. Donc tu vois bien que la croissance démographique, en gros, c'est le nombre d'habitants, c'est la population, et elle n'augmente pas beaucoup d'ici 2050. Donc on a bien un problème de population. Mais là, on ne parle pas encore de l'immigration. La proportion des 65 ans et plus croîtra progressivement pour totaliser 2,6 millions de Québécois. De quelle main-d'œuvre aurons-nous besoin pour offrir à ces aînés les services à domicile ou institutionnels exigés par leur situation? Quelles sont les masses critiques de citoyens requises d'ici 2050 pour que chaque région demeure viable, dynamique et attrayante? Comment retenir nos jeunes attirés par les promesses de nos puissants voisins? Comment retenir nos jeunes attirés par les promesses de nos puissants voisins? Ça veut dire que les jeunes qui habitent au Québec sont attirés par les autres provinces du Canada. Faisons aussi l'examen honnête des causes du départ massif des immigrants venus au Québec après les 18 premiers mois de leur arrivée et la révision de nos systèmes d'accueil. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'il y a un départ massif, donc il y a beaucoup de départs, donc il y a beaucoup de gens qui partent, départ massif des immigrants venus au Québec après les 18 premiers mois de leur arrivée. Donc quand tu vois qu'il y a un départ massif des immigrants venus au Québec après les 18 premiers mois de leur arrivée, cette phrase-là précisément, on a la réponse à la première question. Okay? Le Québec n'arrive pas à retenir à long terme sa population immigrée. Pourquoi? Parce que après 18 mois c'est quoi? Ça fait 1 an et 6 mois, c'est 1 an et demi, 18 mois. Ça veut dire que les immigrants, ils viennent au Québec, et après 1 an et demi, il y en a énormément qui partent. Donc le gouvernement n'arrive pas à garder les gens. Ok? Ça, c'est la première question. L'auteur de cet article préconise de définir d'urgence une politique démographique. J'ai envie de dire, il faut définir une politique démographique. C'est le sujet de tout l'article.
Tout l'article dit qu'il faut définir une politique démographique. Une politique démographique, ça ne veut rien dire. Tout ce que ça veut dire, c'est qu'il faut mettre en place un projet pour qu'il y ait plus de population, plus d'habitants. C'est tout. Hein. Y compris l'offre de francisation qui doit devenir en qualité et en quantité l'une des politiques les plus avancées. Donc déjà, ça peut être considéré comme un projet démographique. Le Québec doit conforter sa première richesse, sa richesse humaine. Le temps est donc venu de créer une commission d'enquête comme on l'a fait dans le passé et avec succès, quand il nous a fallu éclairer notre avenir en matière d'éducation, de santé, de bien-être social, de politique linguistique, de relations entre les autochtones et certains services publics, de liberté syndicale, etc. Car si rien n'est entrepris, il faut craindre l'affadissement d'une société et l'effondrement de son modèle social. Donc tu vois bien que il y a un problème de population et donc il faut créer une commission d'enquête, il faut faire l'examen des causes de départ, etc., etc. Et il faut réviser nos systèmes d'accueil. Tout ça, ça veut bien dire qu'il faut une politique démographique. Ok ? Très bien. On peut maintenant passer à l'épreuve de compréhension orale. Allez, c'est parti. Première partie, conversation avec dessin. Conversation 1. Tu as une idée de cadeau pour l'anniversaire d'Amandine ? Eh bien, peut-être. J'ai vu une jolie table et 2 chaises. Ce serait très bien pour son balcon. Bon, je pense que c'est très facile. Hein. Une table, 2 chaises, c'est ça. Hein. Il n'y a pas de problème ici. Conversation 2. Est-ce que je peux utiliser tes toilettes ? Toilette, c'est quoi? C'est ça. Hein. Dessin numéro 1, c'est la cuisine. Numéro 3, c'est la chambre. Numéro 4, c'est la terrasse. Numéro 2, c'est la salle de bain, les toilettes. Mais bien sûr. Elles sont dans la salle de bain. La deuxième porte à gauche. Très bien. Conversation 3. Tu savais que, pendant tout l'été, la ville a installé un cinéma de plein air? Ça te dirait d'y aller ce soir? Excellente idée. Je n'ai jamais fait ça. Un cinéma de plein air, bah tu vois, un cinéma, c'est bien le dessin numéro 4. Hein. Le dessin numéro 1, c'est un groupe de musique, un concert. Le numéro 2, c'est une exposition, un musée. Le numéro 3, c'est un match de foot. Le numéro 4, c'est bien un cinéma. En plein air, on voit que les gens sont assis dehors. Conversation 4. Salut Ali. Ça ne va pas ? Oh non, pas du tout. J'ai dû gérer plein de problèmes. Je suis épuisé. Je crois que je ne suis pas fait pour passer la journée assis devant un ordinateur. Je ne suis pas fait pour passer la journée assis devant un ordinateur. C'est exactement ça. Il est assis devant un ordinateur toute la journée. Bon, la première partie, c'est vraiment très facile. Question 5 à 8, annonce publique. Annonce 1. Mesdames, messieurs, les animaux du zoo peuvent être dangereux. Merci de surveiller vos enfants et de ne pas les laisser approcher des grilles. Donc, si je dis « Merci de surveiller vos enfants », je parle à qui? Je parle aux parents, parce que qui a des enfants? C'est les parents. Ouais. Donc, je dis aux parents « Attention, les parents, vous devez surveiller vos enfants. » D'accord? Donc, le message s'adresse bien aux parents. Annonce 2. Nous vous rappelons que les téléphones doivent être éteints durant toute la durée du film. Nous passerons dans la salle régulièrement pour vérifier que c'est bien le cas. Merci de votre compréhension. Le règlement, c'est quoi? Le règlement du cinéma, je pense que c'est au cinéma. Le règlement du cinéma, c'est que les téléphones doivent être éteints durant toute la durée du film. Donc là, on demande bien de respecter le règlement. Le règlement, c'est que tu dois éteindre ton téléphone au cinéma. Donc nous vous rappelons qu'il faut respecter la règle. Okay?
Annonce 3. Chère cliente, il ne vous reste que quelques heures pour profiter de réductions exceptionnelles au rayon beauté au féminin, qui se situe au 4e étage de notre centre commercial. Jusqu'à moins 50% sur le maquillage, le soin du visage et la parfumerie. N'attendez plus! Des réductions exceptionnelles au rayon beauté, c'est quoi? C'est une opération commerciale. L'opération commerciale, c'est de faire de grosses réductions sur des produits, jusqu'à moins 50%. Et là, cette opération commerciale, il ne te reste que quelques heures. Dans quelques heures, c'est fini. Donc on te prévient que c'est la fin d'une opération commerciale. Annonce 4. Mesdames, Messieurs, je suis Anton Lewinsky, votre commandant, et je vous remercie d'avoir choisi Air Transat pour votre voyage vers Cuba. Nous atteindrons Cayo Largo à 11h30 heure locale, comme prévu, après 4h15 de vol environ. Le personnel de bord se tient à votre entière disposition. En fait, il n'y a aucun problème dans le message. Il n'y a rien qui n'est modifié, il n'y a rien en grève, il n'y a rien qui est plus long. Tout le vol se passe comme prévu. Comme prévu, ça se passe comme il fallait que ça se passe. C'est normal, tout est normal, il n'y a pas de problème. Donc le plan de vol sera respecté, on va bien arriver, normal. Message sur répondeur téléphonique. Message 1. Bon, c'était papa. J'appelais juste pour savoir si tu vas bien, si tu es en forme et si ton nouveau travail te plaît. Rappelle-moi quand tu as le temps. Bisous. Là, c'est papa qui téléphone, donc c'est le père. Je vais imaginer que c'est moi qui reçois les messages, d'accord? C'est mon père qui téléphone. Il appelle juste, c'est quoi ça? J'appelle juste pour savoir si tu vas bien, si tu es en forme. C'est quoi? J'appelle pour prendre des nouvelles. Hein. Il n'offre rien, il ne demande rien, il ne propose rien, juste il veut prendre des nouvelles. Oh, je me demandais comment ça va, est-ce que tu vas bien? Ton nouveau travail, c'est bien? Ta femme, ça va? Etc. Message 2. Bonjour Fatia, j'espère que vous aurez ce message rapidement. Je ne peux pas venir au cours d'arabe ce soir, mon... Je ne peux pas venir au cours d'arabe ce soir. Quand tu peux pas venir quelque part, tu es quoi? Tu es absent. Donc si j'appelle pour dire je suis vraiment désolé, je ne peux pas venir, je préviens de mon absence. Mon fils est malade. Désolée de prévenir au dernier moment. Et à la semaine prochaine. Très bien. La personne appelle pour proposer un entretien. Message 3. Bonjour madame. Je suis madame Fekir de la société FK Pro. Vous m'avez laissé votre CV pour un poste d'agent d'accueil. J'aimerais vous rencontrer dès que possible. Vous pouvez me rappeler à ce numéro. Donc, madame Fekir de la société FK Pro, vous m'avez laissé un CV pour un poste d'agent d'accueil. Donc, madame Fekir, elle a reçu le CV. Si elle a reçu le CV, ça veut dire que c'est elle qui fait passer les entretiens. C'est la RH, les ressources humaines de l'entreprise. Et donc, elle a reçu le CV et elle aimerait rencontrer la personne. Quand tu reçois un CV et que tu veux rencontrer la personne, c'est bien pour proposer un entretien, pour faire le travail d'agent d'accueil. Très bien. La personne appelle pour informer d'un possible changement. Message 4. Bonjour, Monsieur l'évêque. C'est Gaëtan d'Orléans Express. Je vous appelle concernant votre voyage en autocar Montréal-Gaspé prévu pour demain matin à 7 heures. Compte tenu des conditions climatiques, le départ est susceptible d'être reporté ou annulé. Compte tenu des conditions climatiques. Les conditions climatiques, ça veut dire est-ce qu'il fait chaud, est-ce qu'il fait froid, est-ce qu'il pleut, est-ce qu'il neige, est-ce qu'il y a du vent, etc. Le départ est susceptible d'être reporté ou annulé. Ça veut dire peut-être il va être reporté ou annulé. Par exemple, imagine que tu dois faire un voyage demain matin, mais que la météo, elle dit que demain matin, peut-être qu'il y aura
énormément de neige, beaucoup de neige. Bah, il appelle pour dire, peut-être que, je veux dire, si demain matin il y a beaucoup de neige, peut-être qu'on va devoir reporter ou annuler le voyage. S'il y a trop de neige, on ne peut pas conduire. Mais en vrai, je ne sais pas. On verra demain matin. Donc c'est un possible changement. Ok? Très bien. Pouvez-vous me rappeler au 833-449-6441? Merci. La personne appelle pour se plaindre auprès de l'entreprise. Message 5. Allô? C'est encore Monsieur Traoré concernant la livraison d'une machine à laver Midea, rue Comoé. Ça fait 2 heures que j'attends les livreurs. Ce n'est pas normal qu'on ne m'appelle pas et j'ai autre chose à faire à présent. Rappelez-moi au plus vite. Bon, tu vois bien que là, il n'est pas content. Il dit, ça fait 2 heures que j'attends les livreurs. C'est pas normal, j'ai autre chose à faire. Donc, il est bien en train de se plaindre. Il s'excuse pas du tout, il modifie pas du tout, il confirme rien du tout. Il dit, c'est pas normal, j'attends et il n'y a personne. La personne appelle pour modifier un document. Message 6. Oui, Nadia, j'ai lu ton compte-rendu de la réunion de ce matin. Il est très bien, mais il me semble qu'il manque un point important. J'ai lu ton compte-rendu. Le compte-rendu de la réunion, c'est un document. Ça veut dire que ce matin, elles ont eu une réunion. Nadia, elle a écrit le compte-rendu de la réunion. Et le compte-rendu, il est bien, mais il manque un point important. S'il manque un point important, on va devoir ajouter le point important. Pour ajouter le point important, on va devoir modifier le document. Est-ce que tu peux passer dans mon bureau quand tu as ce message pour qu'on voit ça ensemble? Merci. C'est tout, hein. On va modifier un document en ajoutant le point important. Micro-trottoir. Allez, c'est parti. On répond à la question « Êtes-vous favorable à l'évaluation des professeurs par les élèves ?» Personne 1. Déjà, il faut savoir de quels élèves on parle. À l'université, les étudiants peuvent avoir un regard intéressant. Mais des enfants ou des adolescents, franchement... Donc, si on parle d'élèves à l'université, ça peut être intéressant. Mais pour des enfants ou des adolescents, c'est pas la peine. Donc elle est bien favorable dans certains cas. Favorable dans le cas d'étudiants à l'université, mais défavorable dans le cas de collège, de lycée ou d'école primaire. Personne 2. Quand j'entends ce que mon fils me raconte, la maîtresse n'est pas gentille, elle m'a puni et blablabla. Ce serait une catastrophe pour les enseignants. Bon, tu vois bien qu'elle, elle n'est pas du tout d'accord parce qu'elle dit ce serait une catastrophe pour les enseignants. Tu entends catastrophe, tu sais qu'elle n'est pas d'accord. Hein. Tu sais que c'est défavorable. Pourquoi elle est défavorable? Parce qu'elle dit que les enfants, ils se plaignent des professeurs pour des mauvaises raisons. Donc, c'est pas bien de laisser les enfants noter les professeurs. Personne 3. Notre système éducatif va de plus en plus mal. Je pense que tout ce qui peut aider à l'améliorer est bon à prendre. Tant pis pour les susceptibilités. Donc lui, il dit que c'est une bonne idée. Pourquoi? Parce que le système d'éducation, il va très mal. Donc avoir des nouvelles idées et changer les choses, c'est forcément bien. Et tant pis si des gens ne sont pas contents. C'est pas grave. Okay. Donc lui, il pense que c'est une bonne idée. Vas-y, deuxième. On répond cette fois à la question « Pensez-vous qu'il soit important d'avoir une vie professionnelle stable ?» Personne 1. Dans mon métier, je suis comédienne. On ne réfléchit pas en termes de carrière, de retraite et tout ça. On vit au fil des rencontres et des contrats. Pour moi, cette liberté n'a pas de prix. Donc elle est comédienne et tu vois que elle dit on ne réfléchit pas en termes de carrière, de retraite et tout ça. Donc il n'y a pas de stabilité dans sa vie professionnelle. Pour elle, ce qui compte, c'est les rencontres et les contrats qu'elle trouve. Donc elle a une grande liberté. Elle n'a pas beaucoup de stabilité, mais elle a une grande liberté. Et pour elle, cette liberté n'a pas de prix. Ça veut dire que c'est très 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 bien. D'accord ? Donc la stabilité, pour elle, elle pense que ce n'est pas du tout important.
Personne 2. Mon frère a tout plaqué pour ouvrir un restaurant. Ma sœur alterne entre petit boulot et bénévolat. Et moi, ça fait 15 ans que je suis dans la même entreprise. Chacun fait comme il veut, ou comme il peut. Donc son frère, il n'a pas vraiment de stabilité. Sa sœur, elle n'a pas vraiment de stabilité. Par contre, elle, ça fait 15 ans qu'elle est dans la même entreprise. Elle a beaucoup de stabilité. Chacun fait comme il veut ou comme il peut. Bon, en vrai, elle n'a pas vraiment d'avis. Elle dit pas que c'est important, elle dit pas que c'est bien ou pas bien. Elle dit juste, oh, chacun fait comme il veut ou comme il peut. C'est différent pour tout le monde. Pas d'avis. Personne 3. La question est tout de même bizarre. Pour payer ses factures, obtenir un crédit, financer les études des enfants, il faut des rentrées d'argent régulières et surtout une vision à long terme. Tu vois que lui, il est très sérieux. Il est vraiment dans la stabilité. Il pense à payer les factures, obtenir un crédit, financer les études des enfants, pour ça, il faut avoir des rentrées d'argent régulières et une vision à long terme. Donc oui, c'est très important d'être stable pour pouvoir faire tout ça. Okay, avoir une vision à long terme. Très bien. Ils sont plutôt faciles, je trouve. Les deux exercices là, de micro-trottoir, ils sont plutôt faciles. Question 21 et 22, les chroniques. Allez, c'est parti, on écoute. La question, cette chronique présente une association qui cherche à modifier les habitudes de consommation. On écoute. Chronique 1. Ce matin, je vous emmène à Tahiti pour vous parler d'une association qui mène une action formidable. Tous les samedis, un atelier itinérant de réparation d'appareils électroménagers se déplace là où il y a de la demande, notamment dans les campagnes reculées. Donc l'association, elle propose tous les samedis un atelier pour réparer les appareils électroménagers et ils vont même loin dans la campagne pour aider les gens à réparer leurs appareils électroménagers. Pour rappel, les appareils électroménagers, c'est le frigo, le lave-vaisselle, la machine à laver, la gazinière, etc. Et parvient à réparer 75% des articles qu'on lui présente. Ça n'a l'air de rien, mais les gens découvrent que bien souvent, il suffit de changer une petite pièce, voire même de décrasser un appareil pour lui donner une seconde vie. Donc souvent, les gens, comme ils ne savent pas comment réparer un appareil électroménager, ils pensent que quand l'appareil ne marche plus, c'est cassé, on peut le jeter. Mais là, grâce à l'association, ils arrivent à le réparer et ils peuvent continuer à l'utiliser. Et ce n'est pas tout. Derrière un simple achat, il y a de la matière première, de l'eau, du transport, c'est-à-dire une empreinte écologique invisible. Réparer est donc bon pour le portefeuille et bon pour la planète. En ces temps où les nouvelles sont plutôt alarmantes, en voilà une qui met du baume au cœur. Donc ce qu'ils disent, c'est que si ton frigo ne marche plus et que tu achètes un nouveau frigo, ça pollue beaucoup et c'est mauvais pour l'environnement parce que pour fabriquer le frigo, pour faire livrer le frigo, transporter le frigo, etc., ça pollue beaucoup. Donc si tu apprends à réparer ton frigo, déjà tu économises de l'argent parce que tu n'as pas besoin d'en racheter un. Et en plus, c'est bon pour la planète. Donc c'est bien une habitude de consommation qui est différente parce que d'habitude, si ton frigo est cassé, tu vas juste le jeter et racheter un nouveau frigo. Alors que là, tu ne vas pas consommer, tu vas apprendre à réparer. Donc on a bien modifié les habitudes de consommation. Très bien. Deuxième chronique. Selon cette chronique, la marche à pied s'impose comme un acte citoyen. Alors. Chronique 2. Chères auditrices, chers auditeurs, je vais vous parler de la marche à pied, celle que vous pratiquez pour vous détendre, vous muscler ou accompagner votre chien. Qu'elle soit bonne pour la santé, c'est un fait connu. 30 minutes par jour et le tour est joué, racontent les médecins. Mais savez-vous qu'elle l'est également pour l'esprit? De tout temps, les philosophes ont loué ses bienfaits sur leur inspiration. Donc, ce que ça veut dire, c'est que marcher, et eux ils disent marcher environ 30 minutes par jour, c'est bon pour la santé physique, pour le corps, mais c'est aussi bon pour la santé mentale, c'est bon pour l'esprit.
Et puisque la moitié de nos promenades consiste à revenir sur nos pas, elle constitue l'activité parfaite pour revenir en même temps sur nous-mêmes, prendre le temps de repenser à nos expériences et à nos paroles. La marche ne nécessite ni véhicule ni outils, rien d'autre que soi-même. Et comme pour aller plus lentement, on n'a rien trouvé de mieux, adoptons-la comme moyen de résistance à ce monde qui va toujours plus vite. Adoptons-la comme moyen de résistance à ce monde qui va toujours plus vite. Alors, est-ce qu'on parle de rencontrer des gens quand on marche? Non. Est-ce que la marche à pied a été longtemps prescrite par les médecins? On n'en parle pas parce que... Pardon. On n'en parle pas parce que elle a été longtemps louée par les philosophes mais pas par les médecins. Elle a inspiré les plus grands artistes, non, elle a inspiré des philosophes, mais là on ne parle pas d'artistes. Donc on peut dire qu'elle s'impose comme un acte citoyen. C'est ce qui est suggéré à la fin. Comme aller plus lentement, on n'a rien trouvé de mieux. Adoptons-la comme moyen de résistance à ce monde qui va toujours plus vite. C'est donc un moyen de résistance face à un monde qui va toujours plus vite. C'est un acte citoyen. Très bien. Interview. C'est parti. La personne invitée insiste sur le manque de personnel qualifié. Sa stratégie vise à mettre en place des solutions pérennes. Pérennes, ça veut dire des solutions qui peuvent durer longtemps. D'accord ? Si je mets en place une solution qui dure 2 semaines, ce n'est pas une solution pérenne. Pérenne, ça veut dire qu'il peut durer des années et des années et des années. Allez, on écoute. Interview 1. Avec nous, la mairesse de Montréal, Victoria Demers. Bonsoir, Madame Demers. Bonsoir, Monsieur Leroy. Alors que les températures atteignent des records de froid, les esprits s'échauffent depuis que vous avez affirmé, je cite, « Il y a assez de place pour les sans-abri ». Le vrai problème, c'est qu'en ce moment, à Montréal, on a de la misère à trouver des travailleurs et des travailleuses qui peuvent accompagner les personnes en situation d'itinérance. On a de la misère à trouver des travailleurs et des travailleuses qui peuvent accompagner les personnes en situation d'itinérance. Il y a quelque chose d'intéressant ici, c'est qu'on parle de la mairesse de Montréal, donc ça se passe au Québec, et avoir de la misère à faire quelque chose, c'est plutôt une expression qu'on utilise au Québec. En France, chez moi, on n'utilise pas cette expression, mais c'est très facile à comprendre. Ce que ça veut dire, c'est que c'est difficile de trouver des travailleurs ou des travailleuses. Okay ? Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est difficile de trouver des travailleurs ou des travailleuses. Ça veut dire qu'il n'y a pas assez de gens qui travaillent. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre. Il y a une pénurie de main-d'œuvre. Okay? On n'arrive pas à trouver des gens. Interview 1. Le vrai problème, c'est qu'en ce moment, à Montréal, on a de la misère à trouver des travailleurs et des travailleuses qui peuvent accompagner les personnes en situation d'itinérance. Pourquoi refusez-vous de fournir des tentes provisoires? Est-ce que c'est normal, ce système où on s'occupe des populations itinérantes l'hiver? On met des refuges et après ça retombe? Ce qu'il faut, c'est travailler sur le long terme. Ce qu'il faut, c'est travailler sur le long terme. Une solution pérenne. Ouais. Interview 1. Oh là là. S'occupe des populations itinérantes l'hiver? On met des refuges et après ça retombe? Ce qu'il faut, c'est travailler sur le long terme, en ayant notamment davantage de logements sociaux. Donc tu vois, c'est exactement ce qu'on disait ici. Elle insiste sur le manque de personnel qualifié. Il n'y a pas assez de main-d'œuvre, il n'y a pas assez de personnel. On a de la misère à trouver des travailleurs et des travailleuses qui peuvent accompagner les personnes en situation d'itinérance. Et sa stratégie vise à mettre en place des solutions pérennes, parce qu'elle dit, c'est pas normal ce système où on met des solutions l'hiver et après l'hiver, ça s'arrête. Il faut quelque chose qui dure tout le temps sur le long terme, donc une solution pérenne. Très bien. Interview numéro 2. Le séminaire dont il est question a pour but de mettre en avant des connaissances fondamentales. Okay. L'invité regrette l'orientation actuelle des financements. Allez, on va écouter. Interview 2. Professeur Joseph Ngondi, vous organisez un séminaire à l'université Yaoundé 1 sur l'utilité des savoirs inutiles.
Qu'est-ce qui se cache derrière cet intitulé magnifique? La problématique ici, c'est qu'on conseille aux jeunes d'aller vers les sciences très appliquées, parce qu'il y a des financements et des exigences des bailleurs. Mais on oublie que les résultats perçus hier comme inutiles sont devenus aujourd'hui absolument indispensables. Je prends l'exemple du GPS, basé sur une théorie d'Albert Einstein qui a longtemps été jugée peu intéressante. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un combat de soutenir la recherche en mathématiques? Alors, si nous percevons les mathématiques comme une boîte à outils, pour la haute technologie bien sûr, mais aussi pour notre vie quotidienne, vous comprenez qu'on n'a pas beaucoup le choix. Mais je pense que ce qui compte, c'est l'excellence. Et pour cela, il faut pouvoir commencer des travaux sans savoir où ils nous conduisent. Le problème dont on parle ici, tout se passe là, je pense. Le problème dont on parle ici, c'est que on conseille aux jeunes d'aller vers les sciences très appliquées. L'invité, on dit aux jeunes d'aller vers des sciences très appliquées, d'aller vers des domaines très précis, mais ça serait plus intéressant de travailler d'abord, de devenir excellent sur les connaissances fondamentales, sur ce que des fois on considère comme pas utile. C'est pour ça qu'il parle de l'utilité des savoirs inutiles. D'accord ? Mais le problème, c'est l'orientation actuelle des financements, parce que il y a des financements et des exigences des bailleurs. Donc c'est à cause des financements, c'est parce qu'il y a des financements comme ça, qu'on conseille aux jeunes d'aller vers des sciences très appliquées, au lieu d'aller vers des sciences plus fondamentales. D'accord ? Des sciences très appliquées, ça va être le contraire des sciences... Non, ça va être le contraire des sciences fondamentales. D'accord ? Très bien. Interview numéro 3. L'invité affirme que dans ce quartier difficile, le travail social a une portée très limitée. Elle espère que les autorités ne reproduiront pas les erreurs du passé. Allez, on va voir ça. Interview 3. Avec ses 18 tours et ses 3000 habitants, le quartier Ordenbeek est une plaque tournante de la drogue en Belgique. Rachida El Adaoui, vous y êtes éducatrice depuis 15 ans. Quelle est votre analyse ? Au niveau délinquance et trafic, rien n'a changé. Au contraire. Tu vois que Rachida El Adaoui, elle est éducatrice. Éducatrice, ça veut dire qu'elle est travailleuse sociale. Elle travaille dans le social. Ça s'organise mieux. À une époque, la police montait, passait, et les jeunes allaient caresser les chevaux. On a perdu ça. On est clairement dans le répressif. Ce n'est que lorsqu'il y a un gros souci que la police débarque, heureusement encore. La difficulté, c'est que le trafic de drogue gangrène tout. Les jeunes du quartier sont payés pour faire le guet. Ça rapporte 100 € par jour. Quand vous leur parlez formation, emploi, vous n'êtes pas audible. Le bourgmestre vient d'annoncer un plan de 15 millions d'euros pour rénover le quartier. Très bien, mais qu'il n'oublie pas que ses prédécesseurs aussi ont investi, puis sont repartis aussi vite. Je retiens surtout la création d'une antenne de proximité. C'est un lieu où le citoyen, la police et tous les acteurs de terrain peuvent se rencontrer. L'idée, c'est d'avoir des équipes qui connaissent mieux le territoire et travaillent sur la durée. Tu vois qu'ils ont annoncé un plan de 15 millions d'euros pour rénover le quartier. Très bien, mais regarde. Par le passé, avant, ses prédécesseurs, ça veut dire les gens qui étaient là avant lui. Ils ont aussi investi, puis ils sont repartis aussi vite. Donc, elle espère que les autorités ne reproduiront pas les erreurs du passé. Okay ? Les erreurs du passé, c'est d'avoir investi et d'être reparti tout de suite. Les rapports avec la police ont toujours été tendus. C'est pas vrai, avant les rapports n'étaient pas tendus, parce qu'elle disait que quand la police montait, c'est les policiers qui sont sur des chevaux, quand la police montait passer, les jeunes venaient caresser les chevaux, il y avait un bon rapport entre les jeunes et la police. Donc ça n'a pas toujours été tendu. Les jeunes sont déscolarisés plus vite qu'ailleurs, elle ne parle pas de ça, elle ne dit pas que c'est plus rapide qu'ailleurs. Les trafiquants ont créé leur propre milice, non, ça elle ne parle pas de ça non plus. Par contre, oui, le travail social a une portée très limitée. Et j'ai presque envie de dire, c'est tout le sujet, parce que elle est éducatrice.
Donc elle est travailleuse sociale, elle travaille dans le social. Et elle dit bien que ça suffit pas, qu'il y a des problèmes. D'accord? C'est ça, hein? Très bien. C'est tout? Ok. Reportage RFI, c'est le document le plus c'est le document le plus long. Il n'y a que 2 questions, il n'y en a qu'un seul. Tu peux t'asseoir confortablement, prendre une tasse de thé, une couverture, et on va écouter tout ça. Le camp dont parle le reportage répond à la détresse de nombreux camionneurs canadiens. Les personnes interrogées saluent l'ampleur inédite de l'entraide. Allez, on va regarder ça. Reportage RFI. Il y a du spaghetti ici. Hein? Je prendrais peut-être une pointe de pizza. L'immense tente installée en soutien au mouvement des routiers sur le stationnement d'un stade à Ottawa bruisse d'activité. Les cuisinières bénévoles coupent des légumes à la chaîne, d'autres préparent des repas livrés à ceux qui sont stationnés devant le Parlement à 5 km de là. Bon, donc là, on est à l'intérieur d'une tente installée en soutien au mouvement des routiers. Si on parle du mouvement des routiers, les routiers déjà c'est quoi? Les routiers, alors routier c'est un métier, ce sont les gens qui conduisent les gros camions de livraison pendant des centaines et des milliers de kilomètres, d'accord? Et donc il y a une communauté de tous les routiers, et donc là s'il y a un mouvement des routiers, sûrement ça veut dire que les routiers ne sont pas contents à cause de quelque chose lié à leur travail, et donc ils font des manifestations ou des grèves, d'accord? Alexandre résume le camp dressé pour les routiers. T'as tout, de l'amour, de l'essence, du diesel, de la nourriture, tout, des lettres d'enfants. Puis ces gens-là sont en ligne de front pour nous, donc ils ont besoin de notre support. Puis ces gens-là, ils ont été doublement touchés par la pandémie parce que c'est des gens qui souvent sont tout seuls dans leur camion. Avec les restrictions qu'il y a eu, tout était fermé. Ceux qui n'ont pas de toilette dans leur camion doivent faire leurs besoins dans leur camion. Ouais, c'est une vague de solidarité et d'amour indescriptible que j'ai jamais vu de ma vie. Donc Alexandre, il résume le camp dressé pour les routiers et il dit il y a énormément de soutien, énormément d'amour. C'est intéressant, tu vois qu'il parle de pandémie, donc je pense que ça parle du Covid-19, de la pandémie, enfin je suis même sûr que ça parle de la pandémie de Covid-19. Le problème c'est que je pense que beaucoup de routiers n'avaient plus de travail peut-être pendant la pandémie et donc ils ont eu un double problème, il explique. Le premier problème c'est qu'ils avaient moins de travail. Le deuxième problème, c'est que les routiers, toute la journée, ils conduisent leur camion et ils doivent dormir dans leur camion. Le seul moment où ils peuvent voir des gens et parler avec des gens, c'est quand ils font des pauses et qu'ils s'arrêtent pour aller, par exemple, au restaurant le midi et le soir. Mais pendant la pandémie, si tous les restaurants sont fermés, alors ils ne peuvent plus voir personne. Comme il dit, ils peuvent même plus trouver de toilettes parce que tout est fermé et donc ils ont beaucoup de problèmes. Ici, pour soutenir les routiers, les gens ont installé une grande tente où ils font à manger, où ils font la cuisine pour aider les gens. Et donc il dit, c'est très très beau parce que tout le monde aide les gens et il y a beaucoup d'amour et de solidarité. C'est beau, hein? Allez. Les gens se font des câlins, les gens n'ont pas peur ici, là. On vit la vraie vie, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. C'est sûr que c'est triste, des fois on entend des histoires des gens qui ont tout perdu, là. Il y en a qui sont descendus à Ottawa, vivent dans leur char en attendant que ça se règle parce qu'ils ont tout perdu. Fait qu'avec l'argent des truckers, souvent ils vont les aider à s'héberger. C'est beau ce qu'on voit, c'est merveilleux. Excuse me. OK, puis y a-t-il des choses qui vous manquent? Je pourrais en amener la semaine prochaine, ça sera pas trop, hein? Les gens viennent se réchauffer, ils ont besoin de gants, ils ont besoin de mitaines, alors c'est important, hein? On en est. Sans cesse, des bénévoles apportent des vêtements chauds, du carburant pour les camions et les génératrices qui chauffent la tente et les toilettes mobiles. Dehors, il fait moins 15 degrés. Cette solidarité a aussi des conséquences politiques inattendues, comme le remarque ce retraité. Avant le convoi 2022, j'étais fier d'être Québécois. Aujourd'hui, je suis fier d'être Canadien. Je ne croyais pas que le Canada pouvait être uni à ce point. Séduit par le mouvement,
ce routier du Québec passe plusieurs jours par semaine avec le convoi. Ça fait chaud au cœur, voir anglophone, francophone, tout le monde s'entraide. Autour de toi, là, tout le monde a un sourire d'en face, ça jase, on dit des niaiseries, surtout entre gars. Là. Ah! Très bien organisé, le camp semble là pour rester, jusqu'à ce que peut-être la police passe à l'action. Pascal Guéricola, Ottawa, RFI. Ça va? Très bien. Bon, je pense qu'une des difficultés du document, c'est de comprendre l'accent québécois si tu n'es pas habitué. Parce que tu vois que ça se passe au Canada et donc les gens qui parlent, ils ont l'accent du Québec. Le camp dont parle le reportage répond à la détresse de nombreux camionneurs canadiens. Écoute, on en a parlé, hein. La détresse, ça veut dire qu'ils ont beaucoup de problèmes et ils sont dans une situation très difficile à cause de la pandémie. Et donc, quelqu'un a monté un camp pour les aider, pour faire la cuisine, pour être tous ensemble, être solidaires, etc. Les personnes interrogées saluent l'ampleur inédite de l'entraide. Clairement, hein, ils disent que l'entraide, c'est quand les gens s'aident entre eux, et c'est ce qu'on répète à longueur du document. Hein. Je ne croyais pas que le Canada pouvait être uni à ce point. Il y a de la solidarité, de l'amour, ça fait chaud au cœur, les gens se font des câlins, etc., etc. Tout le monde s'aide. Donc voilà, c'est bien l'entraide qui est saluée ici. Hein. Ça va? Très bien. On passe à la dernière partie, les documents divers. Alors, vas-y. D'après ce message, le film est particulièrement réussi. Document 1. Et si nous terminions ce dimanche avec Aretha Franklin? Ce soir, à 21h, Télé-Québec diffuse Respect. Ce film, consacré à la reine de la soul, retrace l'itinéraire de cet enfant surdoué, ses combats et son émancipation, tant au niveau artistique que personnel. Un biopic passionnant. Un biopic, c'est un film qui raconte la vie d'une personne. Passionnant, ça veut dire que c'est vraiment très bien. Mais aussi un grand film musical porté par la performance de Jennifer Hudson, à la fois actrice et chanteuse. Bon, le film est passionnant, c'est un grand film, donc le film est particulièrement réussi, on est d'accord. Selon cette information, une ONG met la pression sur des grands pollueurs. Document 2. Aux Pays-Bas, l'Organisation environnementale des Fancy a remis jeudi une lettre à 29 entreprises néerlandaises, considérées par l'ONG comme des grands pollueurs. Donc l'ONG a remis une lettre à des entreprises qui sont des grands pollueurs. Okay. Elle exige que les entreprises en question publient leur propre plan climatique d'ici. J'ai presque envie de dire on peut s'arrêter là, hein, parce que on a une ONG qui a envoyé une lettre à des grands pollueurs pour exiger des choses. Ça veut dire vous devez faire ça, vous devez faire ça, on exige ça. Ça veut dire qu'elle met la pression sur des grands pollueurs. Elle met la pression, elle leur dit il faut faire ça, maintenant il n'y a plus de choix, on rigole plus, etc. Le 15 avril, dans lesquelles elles indiquent comment elles vont réduire leurs émissions de CO2 d'au moins 50% en 5 ans. Le porte-parole de l'ONG explique que ces grandes entreprises savent depuis longtemps qu'elles doivent évoluer, car elles rendent littéralement le monde malade à force de ne penser qu'au profit, sans souci de transmettre une terre saine aux générations suivantes. Très bien, comme on a dit. La personne annonce les étapes de la réunion. Document 3. Bien. Bonjour à celles et ceux que je n'ai pas encore vus. Et merci de votre présence à tous. Merci de votre présence. Donc peut-être on est à une réunion. À l'ordre du jour, alors, on fera un point rapide à la suite du mail d'Alexandre ce matin. Numéro 1, point rapide à la suite du mail. Concernant le partenariat avec FIP. Ensuite, un point sur les ventes et les tendances du mois. Numéro 2, un point sur les ventes et les tendances du mois. Ensuite, un point com. Numéro 3, un point com. C'est quoi ça? C'est bien les étapes de la réunion. Ça, c'est vraiment facile. Et on terminera avec Élise qui nous donnera des nouvelles du site internet. Voilà.
Et donc, avant de commencer, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Très bien. C'est bien les étapes de la réunion. Premièrement, on va faire ça. Deuxièmement, on va faire ça. Enfin, on fera ça. Et voilà. Selon ce document, le maire sortant a tenu ses promesses électorales. Le maire sortant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une élection électorale pour élire le nouveau maire de la ville. Et donc, quand il y a une élection et qu'il y a un nouveau maire dans une ville, eh ben, il y a un maire entrant, c'est le nouveau maire, et l'ancien maire qui, du coup, a terminé, c'est le maire sortant. Donc, le maire sortant, il n'est plus maire, il a terminé son travail de maire. Document 4. On est à Gatineau, qui, vous ne le savez peut-être pas, a récemment été élu meilleure ville vélo du Québec. Et ça fait le bonheur du maire sortant, Félix Lavin-Gentreau, qui, avant de se faire élire, avait promis de doubler le financement accordé au vélo. Donc, tu vois bien que le maire sortant, Félix Lavin-Gentreau, avant son élection, dans le passé, il avait promis de doubler le financement accordé au vélo. Donc, en gros, avant son élection dans le passé, il avait dit « Moi, je vais améliorer le vélo dans la ville ». Et aujourd'hui, donc il y a eu une nouvelle élection, il y a un nouveau maire, donc lui, c'est fini. Mais la ville a été élue meilleure ville vélo du Québec. Donc il est très content parce que ça veut dire qu'il a tenu ses promesses électorales. Il a dit qu'il allait le faire et il l'a fait. Donc il avait promis et il a tenu ses promesses. C'est très bien. Une promesse ambitieuse, notamment pour des questions financières, mais qui lui a fait marquer des points. Pour les militants pro-vélo, les avancées sont indéniables par rapport à son prédécesseur, qui était ouvertement anti-vélo. Une époque définitivement révolue. À l'aube des nouvelles élections municipales, tous les candidats promettent d'aller plus loin encore. Très bien. Cette exposition rend hommage au métissage artistique né dans les années 80. Document 5. L'exposition Douce France revisite la vitalité artistique de la génération dite beurre, symbole de l'intégration d'une jeunesse issue de l'immigration. L'utilisation du titre Douce France renvoie aux années 80 et à l'émergence de la lutte contre le racisme et les discriminations. Le groupe Carte de Séjour arrive sur la scène musicale dans ces années-là. Son chanteur et leader, Rachid Taha, eut la bonne idée de s'approprier la chanson de Charles Trenet. Ce faisant, il signifiait que les enfants d'origine africaine ou nord-africaine, nés ou élevés en hexagone, avaient tout autant le droit que les autres de s'y sentir chez eux. Donc le métissage, c'est quoi? Le métissage, c'est bien le mélange de cultures différentes. Ici, on parle bien de ça puisqu'on parle de l'immigration, d'accord? La génération dite beurre, c'est principalement l'immigration du Maghreb en France, donc l'immigration de l'Afrique du Nord. Principalement le Maroc, l'Algérie, la Tunisie. Pas que, hein, mais principalement je parle. Donc une jeunesse issue de l'immigration dans le milieu artistique, d'accord? C'est bien une exposition. C'est une exposition qui rend donc hommage au métissage artistique né dans les années 80. Parce que cette immigration, c'est l'immigration typique des années 80 et de la lutte contre le racisme et la discrimination de ces années-là. Ok? Très bien. En fait, tout est ici. Hein. Tout est ici. Document 6. Dans ce message, on annonce des décisions qui prendront fin avec la réforme du permis de conduire. La réforme, c'est quand il y a une règle ou une loi qui est en place et on décide de la changer. À partir du 1er janvier, on change la loi, on change la règle. C'est une réforme, d'accord? On reforme la loi. Et donc ici, on va annoncer des décisions qui prendront fin avec la réforme du permis de conduire. Vas-y. Document 6. La Délégation nationale à la sécurité routière, DNSR, vient d'annoncer qu'elle annulait les mesures de suspension et de retrait du permis de conduire, et ce jusqu'à la mise en place du système du permis à points.
Cette décision a pour but de simplifier les mesures administratives pour mieux se consacrer à la lutte contre l'insécurité routière. La DNSR indique également que l'application de la procédure de suspension et de retrait du permis de conduire entraîne des répercussions négatives sur la vie professionnelle et sociale des conducteurs ayant commis des infractions sans gravité. Entre autres répercussions figure notamment le risque pour les chauffeurs professionnels de perdre leur emploi. Ça, tu vois, je trouve que c'est un document difficile, par exemple. Alors, tout ce qui est important, c'est ici. Tout ce qui est important, c'est là. Ici, ils expliquent la décision et la réforme. D'accord? Ils expliquent la décision. Tout ce qui est ensuite ici, c'est pourquoi ils ont pris cette décision. Donc pour nous, c'est peut-être intéressant, mais ce n'est pas important. La délégation, donc la DNSR, vient d'annoncer qu'elle annulait les mesures de suspension et de retrait du permis de conduire, et ce jusqu'à la mise en place du système du permis à points. La mise en place du système du permis à points, ça c'est la réforme. Tu peux comprendre que c'est la réforme. Ça va être un nouveau système de permis de conduire qui va s'appeler le permis à points. Avant, il n'y avait pas de permis à points. Maintenant, il va y avoir un permis de conduire avec des points. Et donc, la mise en place du système du permis à points, ça va être la réforme. D'accord? En attendant, donc, jusqu'à cette réforme, avant cette réforme, on va annuler les mesures de suspension et de retrait du permis de conduire. Et annuler les mesures de suspension et de retrait du permis de conduire, c'est la décision. Mais cette décision de la DNSR, elle n'est valable que jusqu'à la réforme. Après la réforme, c'est plus valable. Donc ils ont pris cette décision en attendant la réforme. Quand il y aura la réforme, il n'y aura plus cette décision. Donc on a bien annoncé des décisions qui prendront fin avec la réforme du permis de conduire. Très bien. Ce document, il est difficile. Document 7. Quel pourrait être le titre de cette chronique? Régionalisme culinaire à la sauce russe. Allez, on écoute. Document 7. Décidé à arriver son clou aux arrogantes chaînes américaines de fast-food, dont les restaurants moscovites ne désemplissent pas, la municipalité de la capitale russe a ouvert le premier bistrot russe, un restaurant où il est possible de manger sur le pouce sans trahir la gastronomie locale. Quelques 200 établissements du même type devraient suivre. Le directeur du bistrot affirme non sans humour que son établissement ne veut pas faire de l'ombre aux chaînes américaines. Nous ne vendons ni hamburgers ni soda, nos produits sont naturels, donc je ne crois pas que nous soyons en concurrence. Notons que le russe offrira ce qui sera toujours introuvable chez l'américain, à savoir de petites bouteilles de vodka destinées à ouvrir l'appétit. Donc, de quoi ça parle ce reportage-là? Ça parle d'une chaîne de restaurants moscovites. Moscovite, ça veut dire quoi? Moscovite, ça veut dire qui vient de Moscou, à savoir la capitale russe, Moscou. Oui. Une chaîne de restaurants à Moscou qui va s'appeler le Bistrot Russe et qui est un restaurant où on peut manger très rapidement, un peu comme un fast-food, mais on mange de la gastronomie locale. Donc on mange des plats russes. D'accord? Donc c'est bien régionalisme culinaire à la sauce russe. Burger russe et vodka bio. Bah non, pas du tout, parce que justement, il n'y a pas de burger, il a dit lui-même. Nous ne vendons ni hamburger, ni soda, ni rien du tout. Donc non, il n'y a pas de burger russe. Les moscovites boycottent les fast-foods. Pas du tout. Le but de la chaîne de bistrot russe, ce n'est pas de faire de la concurrence. Je ne crois pas que nous soyons en concurrence. Donc il n'y a pas de boycott des fast-foods. Moscou, nouvelle capitale de la gastronomie. Pas du tout. On ne parle pas de capitale de la gastronomie. On dit juste qu'ils ont ouvert à Moscou un restaurant qui propose des plats rapides russes. Et donc, on a bien du régionalisme culinaire, parce qu'on parle de gastronomie locale à la sauce russe, parce que c'est en Russie. Ok? Très bien. Document 8. Selon ce message, la transformation digitale en cours passe à côté des vrais enjeux socio-économiques. Passe à côté, ça veut dire que
il y a des vrais enjeux socio-économiques, mais cette transformation digitale, elle passe à côté, elle les ignore. Elle ne se concentre pas sur ce qui est important. Ce qui est important, ce sont les vrais enjeux socio-économiques. Cette transformation digitale, elle passe à côté. Elle ne se concentre pas sur ce qui est important. On écoute. Document 8. On passe au sujet qui nous intéresse ce matin, à savoir ce rapport très intéressant du Conseil économique et social marocain sur la transformation digitale. Alors, le constat global, c'est que les différentes initiatives lancées restent insuffisantes. Et à cause de cela, nous sommes moins productifs et forcément moins compétitifs. À titre d'exemple, la digitalisation de l'ensemble des procédures des services administratifs permettrait d'économiser l'équivalent de 1% du PIB. On parle de start-up, de mécanismes de financement et ainsi de suite. Or, la priorité des priorités pour un pays comme le Maroc, c'est la facture numérique. Au niveau technique, il y a la couverture, mais pas la performance. Et le prix des abonnements à Internet, rapporté au SMIC ou au salaire moyen, reste trop élevé. Il faut démocratiser Internet en le considérant comme un service public de base à l'instar de l'eau et de l'électricité. Donc c'est exactement ce qu'on a dit. On parle de start-up, de mécanismes, de financement et ainsi de suite. Donc tout ça, c'est ce sur quoi on se concentre, les start-up, les mécanismes, les financements, mais ça passe à côté des vrais enjeux socio-économiques. C'est quoi les vrais enjeux socio-économiques? C'est la fracture numérique, d'accord? C'est la priorité des priorités. C'est le plus important, mais on passe complètement à côté parce qu'on se concentre sur d'autres choses, sur les startups et les mécanismes de financement. Ok? Très bien. Document 9. Le rejet du travail dont il est question donne des idées radicales à certains économistes. On écoute. Document 9. Les Américains ont-ils encore envie de travailler? La question divise les experts alors que se poursuit la hausse phénoménale des démissions. On parle dorénavant de la grande démission. L'auteur de cette expression, spécialiste du monde du travail, explique que les salariés décident de se recentrer sur ce qui leur est cher. La lecture optimiste de ce phénomène est qu'une énorme majorité a tout simplement pris un autre travail. Mais s'ils quittent leur job, c'est d'abord car celui-ci ne leur permet pas de vivre décemment. Et comme le rattrapage salarial n'est pas aussi rapide que l'inflation, ils demeurent dans une grande précarité. Un autre mot d'ordre fait fureur, l'anti-travail, ou la revendication du droit à la paresse. Plus confidentiel, ce mouvement commence à être perçu comme une menace à long terme sur l'économie américaine. De quoi remettre en cause pour les plus conservateurs l'existence même des prestations sociales. Bon, je pense que là c'est clair. C'est quoi les idées radicales? L'idée radicale, c'est la notion d'anti-travail. Pourquoi c'est radical? Parce que ça commence à être perçu comme une menace à long terme sur l'économie américaine. D'accord? C'est une nouvelle notion, un autre mot d'ordre fait fureur, ça veut dire que c'est populaire maintenant, c'est nouveau, l'anti-travail ou la revendication du droit à la paresse. Ok? Et c'est bien une idée radicale parce que, je veux dire, tu vois que la majorité des gens essayent de changer de travail pour régler le problème, ils essayent de trouver un nouveau travail, et là on a la naissance d'une idée radicale, d'une idée très différente, un peu extrême, qui est celle de l'anti-travail. Je ne travaille plus, je ne veux plus travailler. Voilà. Allez, dernier document. Ce message a pour but d'alerter sur des pratiques commerciales frauduleuses. Frauduleuses, ça veut dire qu'ils ne sont pas légales et qui servent à voler de l'argent. À voler de l'argent, et c'est interdit, c'est illégal. Okay? Enfin, c'est malhonnête. Document 10. Cette histoire commence avec une poêle annoncée à un prix de départ de 150 $, puis réduit à 70 $, 40 $, et enfin en liquidation à 30 $. Un rabais généreux, mais surtout étonnant. Alors, bonne affaire ou pas? Dans certains cas, le produit est vraiment de qualité et la baisse de prix s'explique par un trop-plein d'inventaire.
Mais il arrive que l'on monte artificiellement le prix de départ d'un produit médiocre. Cette pratique est proscrite par la loi qui exige que le produit ait été vendu à un prix régulier en grande quantité et pendant une période raisonnable. Le problème pour le consommateur, c'est de connaître ce prix régulier, surtout quand les rabais sont cycliques. C'est cette zone grise que les détaillants utilisent pour accroître leurs ventes, et parvenir à le prouver devant les tribunaux relève d'une mission quasi impossible. Donc, le processus frauduleux, c'est quoi? C'est de dire, imagine, j'ai un stylo. Mon stylo, en vrai, il vaut 2 euros. Mais moi, je vais le vendre à 100 euros et je vais dire, en fait, c'est pas 100 euros, c'est 90 euros. Comme ça, les gens, ils vont croire, oh, c'est 10 euros de réduction, c'est bien, c'est pas très cher. Mais en vrai, le vrai prix du stylo, c'est 2 euros. Donc, toutes les entreprises font ça pour gagner plus d'argent. Le problème, c'est que si tu fais trop ça, cette pratique est proscrite par la loi qui exige que le produit ait été vendu à un prix régulier, blablabla. Donc, si cette pratique est proscrite par la loi, elle est bien frauduleuse, comme je disais, parce qu'elle sert à gagner plus d'argent et elle est illégale. D'accord? C'est tout? Très bien. On peut maintenant passer à l'épreuve de lexique et structure. C'est parti. Exercice numéro 1. Prénom Louise, nom de famille Diallo. Bon, je pense que là, c'est vraiment très facile. S'il y a un problème avec cette question-là, je pense qu'il faut que tu continues les cours de français avant de passer l'examen TEF. D'accord? Le Vanuatu, pays situé au milieu de l'océan Pacifique, compte 260 000 habitants, bien sûr. Les habitants, ce sont bien les gens qui vivent dans un pays. On ne dit jamais 260 000 gens, peuple ou population. Ça ne veut rien dire. Pour votre santé, mangez 5 fruits et légumes par jour. C'est une expression très connue. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est le message du gouvernement en France. Des fois, il y a des publicités à la télévision ou à la radio pour dire il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Et de toute façon, par jour, ça veut bien dire tous les jours, chaque jour, tu dois manger 5 fruits et légumes. Mon travail est intéressant, mais le salaire est beaucoup trop bas. Quand on parle de l'argent qu'on gagne en faisant un travail, c'est toujours le salaire. Le prix ou le tarif, c'est quand j'achète ou je paye quelque chose. Le loyer, c'est ce que je paye pour vivre dans un appartement ou dans une maison tous les mois. Le salaire, c'est l'argent que je reçois pour le travail que je fais. Votre bureau de poste est ouvert du lundi au samedi de 8h à 18h. Le bureau de poste est ouvert, ça veut dire je peux venir. Le vocabulaire, c'est bien ouvert. Chez Kinshavu, trouvez vos lunettes grâce à notre large gamme sélectionnée chez les plus grandes marques. Ça veut dire qu'il y a des grandes marques de lunettes, d'accord, comme, je sais pas, Ray-Ban, etc., par exemple. Okay. Et Kinshavu, donc l'opticien, ils ont sélectionné des paires de lunettes chez les grandes marques, d'accord? Réputées, certifiées, optimisées, ici, ça veut rien dire. Ils ont sélectionné, ils ont choisi des lunettes chez les plus grandes marques. On avait parlé de ça dans l'unité sur l'épreuve lexique et structure. Le but de cet exercice, c'est vraiment de choisir les bons mots de vocabulaire qui sont logiques dans la phrase. Greg est un menteur. En tout cas, il ne dit pas toute la vérité. Quelqu'un qui ne dit pas la vérité, c'est un menteur. C'est la définition. C'est pareil. Le collectif accompagne gratuitement les immigrants dans leur démarche d'intégration à la société québécoise et au marché du travail. Et pour des immigrants, on parle toujours d'intégration, d'accord? Ici, c'est le vocabulaire qui convient. On ne parle pas d'apparition. Apparaître, ça veut dire que tout à coup, on peut te voir. Information, c'est les informations. Leur démarche d'administration, non, on dirait plutôt leur démarche administrative. Mais de toute façon, là, on parle de la société québécoise, donc on parle de s'intégrer dans la société, les démarches d'intégration.
Pour fêter le printemps, la ville d'Angers met à l'honneur les créations des étudiants en aménagement du paysage. Mettre à l'honneur, c'est une expression fixe. Donc ici, il ne faut pas chercher la logique. On parle bien de mettre à l'honneur les créations des étudiants en aménagement du paysage. Ça veut dire que dans la ville d'Angers, il y a des étudiants en aménagement du paysage et la ville décide de prendre leurs créations et de les mettre à l'honneur. Ça veut dire peut-être elle fait une exposition sur leurs créations, peut-être qu'elle les met publiquement dans la ville ou bien dans des lieux publics, etc. pour que tout le monde puisse les voir et pour montrer à tout le monde que les créations sont bien. Mettre à l'honneur, ça veut dire mettre en avant, mettre la lumière sur quelque chose pour que tout le monde puisse le voir. Restez concentré pendant toute la durée de l'examen, car le temps passe très vite. Si je passe un examen, je dois être quoi? Je dois être concentré sur l'examen. Être objectif, discerné, accessible, pour un examen, ça veut rien dire. En Algérie, Taburt, je suis désolé de la prononciation, Taburt en Leinser, est une merveille naturelle qui pourrait servir de levier pour le développement du tourisme de montagne. Servir de levier pour le développement du tourisme de montagne, ça veut dire que en Algérie, il y a des montagnes et les montagnes sont très belles. Donc, si les gens connaissaient plus les montagnes en Algérie, il y aurait beaucoup de gens qui voudraient venir en Algérie pour faire du tourisme à la montagne, pour faire des randonnées, du camping, etc. Et donc, cet endroit, c'est une merveille naturelle magnifique qui pourrait servir de levier pour développer le tourisme de montagne. Par exemple, si je prends beaucoup de photos de cet endroit et que je fais une campagne de publicité avec les photos de cet endroit, comme c'est très très beau, alors ça pourrait servir de levier, ça veut dire ça pourrait permettre le développement du tourisme de montagne. Une fièvre inflationniste s'est emparée de l'Asie du Sud-Est, précipitant les marchés asiatiques dans une spirale négative. Ça veut dire que la fièvre inflationniste, elle est dans l'Asie du Sud-Est. Tous les pays de l'Asie du Sud-Est sont dans la même fièvre inflationniste, d'accord? C'est emparé d'eux, c'est comme si ça, c'était l'Asie du Sud-Est, d'accord? Peut-être que ça, c'est la Thaïlande, ça, c'est le Vietnam, ça, c'est la Malaisie. La fièvre inflationniste, elle s'est emparée de l'Asie du Sud-Est, comme ça, ok? Et donc, tous les pays de l'Asie du Sud-Est ont la même fièvre inflationniste. Le télétravail a bouleversé le rapport traditionnel entre les managers et leur équipe. Dans une entreprise, tu as les managers, tu as les équipes, et les deux, ils doivent communiquer. Ils ont bien des rapports entre eux. Mais depuis le Covid-19, beaucoup de gens font du télétravail un peu partout, en France par exemple, et donc le télétravail, ça a bouleversé, ça veut dire que ça a modifié, ça a changé le rapport entre les managers et leurs équipes. Ça a changé la relation entre les managers et leur équipe. Ça a changé la communication, le rapport. Air Canada a su ajuster ses capacités au plus près de la demande du secteur du transport aérien, d'où ses bons résultats. Le secteur aérien, ils ont des demandes, par exemple ils demandent ça, ça, ça et ça. Air Canada, qui est sûrement une compagnie aérienne canadienne, ils se sont ajustés pour être le plus près possible de la demande. C'est ça que l'expression veut dire, au plus près de la demande du secteur. On passe au texte lacunaire de lexique. Donc encore une fois, comme on avait discuté dans l'unité sur l'épreuve de lexique et structure, ici il s'agit bien de remettre des mots de vocabulaire dans leur contexte pour que ça ait un sens logique dans la phrase. Quel accès à la propriété pour les expatriés? Un webinaire proposé par Djerba Immobilier. Cliquez sur le lien ci-dessous pour rejoindre le webinaire. Lien direct. Si vous n'êtes pas disponible, pas d'inquiétude, une rediffusion sera mise en ligne demain matin à 10 h. Alors, rejoindre le webinaire, c'est parce qu'un webinaire, c'est comme une réunion, donc je rejoins la réunion.
Si je disais entrer, je dirais entrer dans le webinaire. Accéder, je dirais accéder au webinaire. Et atteindre, ça veut rien dire. Donc je dis bien rejoindre le webinaire. Une rediffusion sera mise en ligne, ça c'est logique parce que mettre en ligne, c'est l'expression pour dire comme uploader quelque chose. Donc une rediffusion, ça va être une vidéo, un enregistrement du webinaire. Je vais le mettre en ligne demain matin à 10 h. En plus d'être un document de gestion administrative obligatoire, le programme de formation fait partie des critères de qualité vérifiés par les organismes financeurs qui peuvent s'assurer de l'adéquation des éléments de l'action de formation avec le public, le projet et le tarif. Donc les organismes financeurs, ce sont les organismes qui financent, ce sont ceux qui ont le budget, qui ont l'argent et qui payent pour quelque chose. Ces organismes financeurs, ils ont des critères de qualité. Ça veut dire une liste de points pour voir si ce qui est fait est de bonne qualité ou pas. Par exemple, imagine que j'achète un frigo, et je vais avoir des critères de qualité. Par exemple, est-ce que ma nourriture elle est bien froide? C'est un critère de qualité. Si je mets de la nourriture dans le frigo et que la nourriture elle ne devient pas froide, ça veut dire que le frigo il n'est pas de bonne qualité. D'accord? Et donc ici, on nous explique que le programme de formation, c'est un document de gestion, c'est un document obligatoire, mais c'est aussi un critère de qualité. D'accord? Index, brevet, garant, ici, ça n'a pas de sens. Vérifié par les organismes financeurs qui peuvent s'assurer de l'adéquation des éléments de l'action de formation avec le public, le projet et le tarif. Ce qui est important ici, c'est l'adéquation de A avec B. Ça veut dire que A et B vont bien ensemble, qu'ils se correspondent bien. Ici, on parle donc de l'adéquation des éléments de l'action de formation. Donc on veut que les éléments de l'action de formation aillent bien, correspondent bien avec le public, le projet et le tarif. Et pour ça, on parle de l'adéquation de avec Très bien. Amina Diakité met fin au suspense. Après avoir longtemps tergiversé pour des raisons personnelles notamment, l'actuelle maire d'Abidjan sera bien candidate à sa propre succession. Cette annonce va certainement donner un nouvel élan à la campagne qui a commencé depuis 2 semaines. Ici, on parle donc d'une campagne électorale pour élire le nouveau maire d'Abidjan. Et on parle de Amina Diakité qui a longtemps tergiversé, ça veut dire hésiter. Ce qu'on comprend dans l'article, c'est que Amina Diakité, elle n'était pas sûre de vouloir participer aux élections ou pas. Elle a hésité, elle réfléchissait. Et ça veut dire tergiverser. Mais finalement, elle a décidé d'être candidate. Ce qui va donner un nouvel élan à la campagne. Ça veut dire que la campagne, elle a commencé depuis 2 semaines. Elle était intéressante. Mais maintenant, il y a un nouveau candidat. Donc boum, elle va devenir encore plus intéressante. C'est un nouvel élan. Okay? Nouvel esprit, nouvelle vue, nouvelle donne. Aucun sens ici. Très bien. On passe au 3e exercice, phrase lacunaire de syntaxe. Donc ici, comme on en avait parlé dans l'unité sur l'épreuve de lexique et structure, on parle bien de grammaire. Il s'agit de grammaire. Laval et Gatineau sont 2 villes au Québec. Bon, j'ai pas besoin d'expliquer ici, c'est vraiment trop facile. La ville de Mons est localisée à 56 km au sud-ouest de Bruxelles. Eh ben, la ville de Mons, c'est bien un nom féminin singulier, donc localisé, et j'accorde localisé avec la ville de Mons. Et surtout, c'est certainement pas un verbe. Anita est en réunion. Pourrais-tu lui demander de m'appeler dès que possible? Pourrais-tu lui demander de m'appeler? Demander à qui? À Anita. Donc pourrais-tu lui demander? C'est un pronom COI. Si tu ne comprends pas, tu peux retourner voir les pronoms COI. Je vous laisse réfléchir. On en reparle quand vous aurez pris votre décision.
On en reparle à quel moment? Le moment, c'est quand vous aurez pris votre décision. Ok? Si vous aurez pris votre décision, impossible, je ne peux pas avoir si avec aurait. C'est pas possible. On en reparle dans vous aurez pris, comme vous aurez pris, pas possible. Vancouver est toujours dans le palmarès des villes où il fait bon vivre. Il fait bon vivre où? À Vancouver. On a un complément de lieu. On utilise où. Tu peux retourner voir un cours sur le complément de lieu où. Il fait bon vivre où? À Vancouver. Donc Vancouver, c'est la ville où il fait bon vivre. Tout le monde peut prendre rendez-vous avec un médecin en se connectant sur le site Rendez-vous Québec. Alors, le pronom I, il n'a aucun sens ici, parce qu'on ne parle pas de lieu, on parle de la manière de le faire. En le connectant, ici, il n'y a pas besoin de ce genre de pronom, parce qu'on ne connecte personne, on parle de se connecter soi-même. Donc en fait, en se connectant, c'est une forme de verbe pronominal avec le gérondif du verbe se connecter. D'accord? Ici, le but, c'est de se connecter. On pourrait dire en vous connectant sur le site internet, mais dans ce cas-là, on aurait dit vous pouvez prendre rendez-vous avec un médecin en vous connectant. Là, c'est tout le monde en se connectant, donc c'est la forme générique du verbe se connecter. Votre trajet comprend 2 escales, Nkua, puis Edea. Arrivée prévue à Douala à 14h30. Donc, premièrement, Nkua, puis Edea. C'est tout, hein, c'est numéro 1, puis numéro 2. Considérée comme le berceau de la villégiature au Canada, la Malbaie offre de nombreux attraits touristiques. En fait, c'est exactement le même cas que la deuxième phrase où il y avait localisé. Ici, la Malbaie, même si je ne connais pas, je vois que c'est la, donc je sais que c'est singulier féminin, donc je vais dire considéré et eux, et je pourrais très bien dire la Malbaie est considérée comme le berceau de la villégiature. J'ai juste mis la phrase dans un ordre différent, mais c'est exactement pareil. Hein. La Malbaie est considérée comme le berceau de la villégiature. Donc il n'y a pas tout ça. Hein. C'est une phrase très facile, c'est juste qu'on a changé les 2 parties de la phrase. Le Djebel Toubkal, situé dans le Haut Atlas et culminant à 4167 mètres, est le sommet le plus élevé du Maroc. Bon, là c'est pas compliqué, hein, c'est un superlatif, c'est le plus élevé du Maroc. Si tu ne comprends pas, tu peux aller voir la leçon sur les superlatifs. MyWeb vous accompagne pour que la gestion de votre site internet devienne un jeu d'enfant. Pour que plus subjonctif, c'est une formule qu'on utilise souvent. Tu peux retourner voir, c'est du niveau A2, B1, je dirais. Tu peux retourner voir la leçon sur les utilisations du subjonctif et surtout sur l'utilisation du but. Soit on dit pour avec l'infinitif, soit on dit pour que avec le subjonctif. C'est tout, hein. C'est juste appliquer les formules de grammaire. Les requérants à la citoyenneté canadienne doivent généralement avoir habité au Canada pendant au moins 3 des 5 dernières années. Doivent eu, impossible, parce que eu, c'est le participe passé de avoir. Doivent eu avec un participe passé, on n'a jamais vu ça. Doivent ont, ça veut dire 2 verbes conjugués au présent de l'indicatif. Pas possible. Doivent ayant, voilà, c'est n'importe quoi. Doivent avoir, bien sûr, on parle toujours comme ça. Je dois avoir, je peux avoir, etc. Je voudrais avoir, etc. On a déjà conjugué doivent, donc c'est une formule qu'on utilise tout le temps. Si tu ne comprends pas, tu peux retourner voir la leçon sur les verbes pouvoir, devoir et vouloir. C'est toujours comme ça qu'on utilise ces verbes-là. Je veux avoir, blablabla. Je dois avoir, blablabla. On ne conjugue pas le verbe suivant.
votre demande de prise en charge médicale a été transmise à la ville de Dakar. Alors, qu'est-ce qui transmet quoi ici? C'est la demande de prise en charge médicale qui est transmise à la ville de Dakar. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc en fait, la phrase est construite de manière passive. D'accord? Et ici, c'est passif plus au passé, parce que la demande, elle a déjà été transmise. Donc a été transmise, on a bien le passé composé plus le participe passé, transmise au féminin avec votre demande de prise en charge médicale. Féminin. Okay? Votre demande a transmis ou a transmise, c'est pas possible, parce que ça voudrait dire que c'est la demande qui a transmis quelque chose, mais c'est faux, c'est la demande qui est transmise. C'est bien la voix passive. Si tu as du mal, tu peux retourner voir la leçon sur la voix passive. Sans ce reportage, je n'aurais jamais imaginé qu'on faisait du vin au Québec. On doit bien utiliser le... C'est quoi ça? C'est du conditionnel, hein? Pourquoi? Parce que j'imagine une situation, sans ce reportage, je n'aurais jamais imaginé. Quand je dis sans ce reportage, en fait c'est comme si je disais si je n'avais pas vu ce reportage, alors je n'aurais jamais imaginé. Donc on a bien une phrase du type si plus imparfait, si je n'avais pas vu ce reportage, je n'aurais jamais imaginé. Conditionnel, d'accord? Quand je dis sans ce reportage, c'est ça que ça veut dire. J'imagine un monde dans lequel je n'ai pas vu le reportage. Le bagel montréalais s'apprécie lorsqu'il est encore chaud, nature ou à la rigueur avec un peu de fromage à la crème. Bon bah ici ça veut dire quand il est encore chaud, ou bien nature, ou même avec un peu de fromage à la crème, à la rigueur. Tous les autres, ça veut rien dire. Dernière question, texte lacunaire de cohésion, donc la partie la plus difficile en général. Il s'agit de bien trouver le sens, enfin de bien comprendre le sens logique des mots de liaison pour avoir un texte cohérent. Voyage en île tropicale, Bornéo. À Bornéo cohabitent quelques 60 000 espèces animales. Forte d'une biodiversité unique, cette île reste pourtant un écosystème fragile dans un monde en constante évolution. Afin de rendre compte des changements qui les affectent, ce documentaire donne la parole aux premiers concernés, les peuples autochtones. Donc d'un côté, on a une biodiversité unique, et c'est une force, d'accord? Donc on a d'un côté l'idée que l'île est forte, de l'autre côté, elle est aussi fragile. Donc on a bien une opposition, tu comprends? Si je dis de sorte que, je parle du moyen de faire quelque chose. Si je dis par conséquent, je parle de la conséquence de quelque chose. Si je dis en somme, je parle un peu d'une conclusion. Mais si je dis pourtant, j'ai bien cette idée d'opposition. D'un côté, elle est forte, mais pourtant, elle est aussi fragile. Ici, c'est bien l'opposition que j'exprime. Le but du reportage, enfin le but du documentaire, c'est de rendre compte des changements qui les affectent. Donc, afin de rendre compte des changements qui les affectent. Pour rendre compte des changements. C'est le but, c'est l'objectif du reportage. Et pour faire ça, je donne la parole au premier concerné. Ok? Très bien. Une étude explosive révèle qu'au Québec, les anglophones possèdent davantage de diplômes universitaires que les francophones. Plutôt que céder à la déprime, appelons la sociologie à la rescousse. Les couches aisées représentent une des plus grandes proportions de la société anglophone et les politiques d'immigration, favorables aux anglophones, ciblent les diplômés. Parler de retard des francophones dans ces conditions est une erreur d'interprétation. Bon. Donc il y a eu une étude au Québec qui montre que les gens qui parlent anglais à la base possèdent davantage de diplômes que les francophones. Ils en possèdent plus. Moi, je suis francophone. Peut-être que ça peut me faire déprimer. Je vais être triste quand je vois ça, parce que je vais me dire « Ah bah mince, les anglophones, ils ont plus de diplômes que moi. » Mais, plutôt que de céder à la déprime, je vais appeler la sociologie à la rescousse. Ça veut dire que, à la place de céder à la déprime,
on va appeler la sociologie à la rescousse. Donc, céder à la déprime, être déprimé, ce n'est pas une bonne idée. Je ne vais pas faire ça. À la place de faire ça, je vais regarder la sociologie. Ok ? Plutôt que. Le reste, ça n'a pas de sens. Parler de retard des francophones, dans ces conditions, c'est une erreur d'interprétation. Pourquoi ? Parce que le problème, pourquoi les francophones ont moins de diplômes ? C'est pas parce qu'ils sont en retard, c'est à cause de la raison qui est ici. Donc, dans ces conditions, parce que je connais tout ça, parce que je sais tout ça, dans ces conditions, c'est une erreur d'interprétation de parler de retard. Les francophones ne sont pas en retard. Si je pense qu'ils sont en retard, c'est parce que j'interprète mal l'étude. Dernier exercice. Maïwen Le Goff, responsable commercial chez LSC Les Sneakers, équitable, nous livre un élément stratégique de cette jeune entreprise. Là où les grandes marques surproduisent, leurs marges sont telles que même stockées puis soldées à 50%, leurs baskets restent profitables. Nous fabriquons ce que nos distributeurs nous précommandent, quitte à louper des ventes quand un modèle cartonne. Donc tu vois que le but de l'entreprise, c'est d'être équitable. Ça veut dire que tout le monde reçoive bien l'argent plutôt que de faire le plus d'argent possible. Le but de l'entreprise, ce n'est pas de faire le plus d'argent possible. Et donc elle parle des grandes marques. Là où les grandes marques surproduisent, ça veut dire dans le même domaine, dans le même marché, sur le même marché, il y a les grandes marques et il y a moi. D'accord ? Sur ce marché, c'est comme si c'était un endroit, on imagine. Là où les grandes marques surproduisent, eh ben, au même endroit, moi, je fabrique ce que les distributeurs nous précommandent. D'accord ? C'est comme si ce marché de la fabrication des baskets, des sneakers, c'était un endroit. D'accord ? Nous fabriquons ce que nos distributeurs nous précommandent, même si des fois, je vais louper des ventes quand un modèle cartonne. Donc, quitte à louper des ventes quand un modèle cartonne. Je préfère fabriquer seulement ce que nos distributeurs précommandent, même si des fois, ça fait que je peux louper des ventes quand un modèle cartonne. Ça va ? Très bien. C'est fini pour l'épreuve de lexique et structure. On peut donc passer à l'épreuve d'expression écrite. Donc, l'épreuve d'expression écrite, évidemment, on ne peut pas la corriger ensemble. Je vais juste profiter de cette occasion pour te rappeler que tu peux aller voir sur mon site internet. Je propose un coaching pour les étudiants qui révisent l'examen TEF, dans lequel je propose des appels pour travailler ensemble les épreuves de production orale, faire des exercices, et les épreuves de production écrite que tu fais à la maison avec beaucoup de sujets d'entraînement et qu'ensuite on corrige ensemble et je te donne des conseils pour l'examen. D'accord ? Encore une fois, je te rappelle que même si tu n'as pas d'appel avec moi, c'est très 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 important de beaucoup s'entraîner pour l'épreuve d'expression écrite et pour l'épreuve d'expression orale, d'accord ? On en a beaucoup discuté dans la partie dans les unités du cours sur la production écrite et sur la production orale. On a beaucoup discuté de l'importance de s'entraîner. C'est quelque chose que tu dois faire tous les jours. Je te conseille, pour pratiquer l'expression écrite, de t'entraîner à écrire un peu tous les jours, en plus des sujets d'entraînement que tu fais. Si tu as le coaching avec moi, tu peux m'envoyer tous les jours les petits textes que tu écris, que je t'aide à corriger. Et on peut s'entraîner régulièrement à l'épreuve d'expression orale. Très bien. Je te rappelle également le barème qui se trouve ici. Tu peux compter ton score de bonnes réponses pour évaluer ta notation. Attention, je te rappelle également que le livre TEF n'utilise pas exactement la même notation qu'à l'examen, parce que personne ne connaît la vraie notation à l'examen. Donc c'est juste une manière de s'évaluer, on imagine. Ce n'est pas exactement la même notation qu'à l'examen. D'accord ? Très bien. C'est tout pour ce chapitre. Félicitations d'avoir fait l'examen blanc. Maintenant, je te recommande très fortement de t'entraîner encore et encore et encore à faire des exercices, à lire du français tous les jours,
à écouter du français tous les jours, à écrire un peu en français tous les jours et à parler, surtout à faire des épreuves de production orale régulièrement. Bon courage pour l'examen, travaille bien, j'espère que peu importe quels sont tes projets, tu pourras réussir et je te dis à bientôt. Ciao mon pote.